Bonsoir les amis, les voyageurs et les voyageuses. Quel bonheur de vous retrouver ce soir. Je vais tout de suite accueillir Jean-Jacques Charbonnier avec tellement de joie. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir Frédéric Barbet, bonsoir. Je Un suis plaisir très, d'être avec toi. je suis très heureux de t'accueillir ici. Comme Moi je le aussi. disais, avec un mélange un peu de nervosité, un petit peu d'impatience et surtout beaucoup de joie et de bonheur. Hmm. C'est Et un oui, bonheur partagé. alors, je le disais aussi avec un peu d'impression, au sens un peu impressionnant, parce que bah, j'ai en face de moi quand même un sacré personnage, un sacré monsieur à son actif 35 000 anesthésies, si je dis pas d'ânerie, Oui, au c'est cours de ces années passées. ouais, c'est Donc, je ça. suis curieux de savoir si parmi ces 35 000 personnes accompagnées, il n'y aurait pas quelques petites expériences intéressantes par là. Et puis, il y a comme une deuxième partie de chemin pour toi qui s'ouvre là depuis quelques années aussi, avec cette transcommunication hypnotique. Hmm. C'est Ça vrai. fait combien d'années d'ailleurs que tu as commencé cette deuxième vie? Bah, c'est très précis puisque j'ai commencé au Canada, à Montréal. La première séance, c'était en octobre 2013. Et j'étais loin de me douter que 8 ans après, j'en serais où on en est ce soir, à avoir fait plus de 17 000 participants qui ont eu la gentillesse de faire ces expériences avec moi. Et quand j'ai débuté ces TCH, ben j'étais tout seul et très rapidement, tout est relatif. 2 ans après, j'ai eu l'opportunité d'avoir l'aide de Marc Leval, qui est quelqu'un de passionné aussi comme moi. Et puis aussi d'Étienne Dupont, qui est passionné. Donc on est tous les trois passionnés. On est embarqués dans cette passion qui nous passionne tellement que les attaques que l'on subit glissent comme l'eau sur les plumes d'un canard. Et on continue notre route parce que c'est une route passionnante. C'est les gens qui nous passionnent. Et c'est pour ça que tout le reste finalement ça compte pas. Toutes ces attaques, tout ça, ça fait partie, je crois, du jeu. À partir du moment où on fait bouger les lignes, eh bien, il est normal qu'il y ait des remous. Et ces remous, ben, on les accepte parce que en face de ces remous, il y a tout le positif, et le positif dépasse très largement le négatif. Donc, c'est pour ça que on continue à faire ces expériences avec les gens qui nous portent littéralement, parce que derrière nous, il y a une grosse communauté aussi qui nous soutient. Et c'est pour ça que ça nous donne envie de continuer, de persévérer et d'améliorer, parce que tu le sais, plus on pratique les choses et mieux on les fait. Hein. C'est comme tout hein, dans la vie. Quelqu'un qui joue au ping-pong, ben, s'il joue pendant plusieurs années au ping-pong et régulièrement, il va devenir meilleur qu'au début. Bon, on n'est plus des débutants et on a vraiment beaucoup de retours positifs et les gens qui nous encouragent à poursuivre cette route incroyable. Et je te dis, quand j'ai débuté ça à Montréal en octobre 2013, mon Dieu, j'étais loin de me douter que cette aventure incroyable que pourtant m'avait prédit une médium, Michel Riffard, qui m'avait dit avant de mourir, c'était une vieille médium, c'est la doyenne des médiums, 92 ans, on était amis, et elle me disait, je te donne cette prière du Padre Pio parce que tu vas en avoir besoin. Bientôt, tu vas contacter l'au-delà. Alors, moi, je me suis dit, peut-être que c'est l'âge qui lui fait dire des bêtises parce que mon esprit, c'était contacter les médiums, contacter les défunts, c'était les médiums, quoi. C'était pas du tout ça. Alors, on m'a foutu une paix royale. Jusqu'à maintenant, hein, il y a 20 ans que je commençais à m'intéresser, enfin je m'intéressais avant, mais 20 ans que j'ai commencé à publier. Mon premier ouvrage, c'était Coma dépassé en 2001. Depuis, il y en a eu plus de 20, presque un par an. Et jusqu'à présent, le Conseil de l'Ordre, les autorités, on va dire, entre guillemets, me foutaient une paix royale en disant, voilà, c'est un médecin anesthésiste réanimateur qui
voilà, s'intéresse aux expériences de mort imminente, il fait un travail intéressant, voilà. Et puis à partir du moment où j'ai débuté ces ateliers, là, je suis devenu le pestiféré, quoi, le vilain petit canard. Et en fait, c'est pas moi qu'on attaque, c'est la TCH. Et comme on peut pas attaquer la TCH autrement qu'en m'attaquant personnellement, donc on essaye de m'attaquer par tous les moyens, les coups les plus tordus, etc. Parce que voilà, c'est comme ça. On aime bien cloisonner les gens. Soit on est médecin réanimateur, anesthésiste, et on fait son petit boulot de médecin anesthésiste réanimateur, soit on fait d'autres approches thérapeutiques parallèles, et là on devient un dissident, et on peut pas faire les deux en même temps. Moi j'ai essayé, j'ai vite compris que c'était pas possible, donc j'ai choisi mon camp, hein, je veux dire, j'ai plus du tout envie de faire de l'anesthésie réanimation, c'est bon, 35 ans d'anesthésie réanimation, je pense en avoir fait largement le tour, avoir prouvé mes compétences en matière professionnelle. Et j'ai une passion pour ce que je fais. Comme j'étais passionné d'ailleurs pour mon métier d'anesthésiste réanimateur, je me suis beaucoup investi dans cette profession. J'étais président de CME, j'ai monté une petite réanimation dans la petite clinique privée où j'étais avec mon confrère Segui, ami, et on était médecin-pompier. Enfin, on était des passionnés. On passait notre temps dans les blocs opératoires ou alors en sortie SAMU, SMUR. J'ai monté aussi avec mon ami Alain Chansou, le SAMU 09, on était les premiers à faire ces gardes de régulation au SAMU 09, 09 étant l'Ariège. Donc vraiment un passionné, quoi. De toute façon, moi je suis lion à San Taureau et je fonce. Donc quand je suis dans un truc, il faut pas me dire d'aller ailleurs, quoi. C'est quand même moi qui décide où je vais. Donc personne jusqu'à présent est arrivé à me faire changer d'avis sur quoi que ce soit. Une fois que j'ai mon idée, eh ben je vais jusqu'au bout de mon idée et j'irai jusqu'au bout de la TCH. Il faudra soit m'enfermer, soit me tuer, quoi, pour arrêter ça, quoi. Il y a pas 36 solutions. Donc aujourd'hui, la médecine de réanimation, d'anesthésie, c'est terminé pour la pratique et pour toi. Tu as choisi ton Oui. camp, donc tu pratiques plus. Ah oui, oui, là, j'ai choisi. Et puis on l'a choisi pour moi, je vais te dire, parce qu'on m'a gentiment montré la porte. C'était trop insupportable pour eux, quoi, de voir. Bien que je disais, je cloisonne bien mes deux activités. Quand je suis anesthésiste réanimateur, je parle pas de ces sujets, sauf évidemment si on m'en parle, parce que évidemment les gens me connaissent. Donc, il arrivait quelquefois que les gens me disaient qu'au cours d'une anesthésie, eh bien, voilà, il s'était passé des choses. Mais parce qu'ils savaient qu'il y avait une écoute. En tout cas, tu n'en faisais rien de Ou lors d'un coma. Voilà. Ouais. Mais après, je fuyais tout ce qui était activité parallèle. C'était ni le lieu ni le moment. Et je disais non aux gens. Je disais qu'ils voulaient m'en parler. Écoutez, non, je suis en consultation. Là, je peux pas parler de ces sujets. On va parler de votre opération. Parce que bien souvent, il y avait des gens qui venaient se faire opérer. Tu vois, par exemple, d'une chirurgie de Harris, ou etc. Puis qui avaient lu mes bouquins et qui me disaient je voudrais que ça soit vous qui m'endormiez. Et puis j'aimerais aussi vous parler d'une expérience que j'ai. Non, je peux pas. C'est pas possible. Je peux pas recevoir c'est pas le lieu, quoi. Donc, je cloisonnais vraiment les choses, mais ça devenait compliqué, ça devenait de plus en plus compliqué. Et là, bon, j'ai choisi, j'arrête définitivement l'anesthésie réanimation pour faire ce qui me passionne, pour faire ces ateliers de TCH qui, voilà. Alors, on va parler de TCH. En parler. Ouais, j'ai beaucoup de questions sur c'est quoi la TCH, c'est quoi la TCH. On y arrive, les amis, pas de panique. Peut-être simplement, quel est ton sentiment, toi, aujourd'hui, du fait d'être en dehors maintenant de ce monde médical? Ça t'inspire ou ça t'aspire? Quel est ton sentiment vis-à-vis de ça? Vis-à-vis de la TSH, est-ce que ça te donne de la liberté ou un autre sentiment? Oui, moi je pense que c'est dommage qu'il n'y ait pas une complémentarité des approches holistiques et des approches hospitalières classiques. C'est ce qu'il faudrait faire. Bon, il y a certains pays où ça se fait facilement, comme aux États-Unis. Il n'y a pas de problème. Il y a même des médiums qui viennent dans les blocs opératoires. Maintenant, il y a des guérisseurs qui font leur métier aussi. Quand on est têtu et borné, qu'on exclut toutes ces approches, voilà, il y a cette ségrégation, il y a cette chasse gardée sur toutes les thérapies. Et puis quand on est un petit peu plus intelligent, même si on comprend pas comment ça marche, on s'en sert. Et il y a des médecins, il y a des confrères urgentistes, et même dans les
dans des centres de brûlés, il y a des médecins intelligents qui ont des listes de garde de barreurs de feu, par exemple. Oui. Même s'ils ne savent pas comment ça marche, ils acceptent les résultats. Ils constatent que ça marche. Donc, pourquoi on se priverait de choses qui marchent? Dans ma Donc, je famille, trouve que c'est dommage j'avais un grand-père qui faisait ça justement dans les hôpitaux, et moi j'ai eu le droit d'entrer, parce que je magnétise, j'ai eu le droit d'entrer dans un hôpital pas loin d'où j'habite pour faire ça, ouais, entre autres. Mmh. Mais C'est je crois que intelligent, je trouve. t'as raison. Bah ouais, bien sûr. Mais c'est toujours voilà, fallait pas trop que je fasse de bruit quand Ah, même, mais c'est quoi. toujours en clandestinité parce que je pense qu'en France, on a 50 ans de retard sur les autres pays par rapport à ça. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, ce pays est autant sclérosé au niveau spirituel. Vraiment, on est. Alors qu'est-ce qui te Alors, je ne sais pousse, pas si les deux sont liés. ouais, j'allais dire, qu'est-ce qui te motive euh, à, à continuer à œuvrer comme ça en France, alors que tu disais que à la rigueur, tu aurais très bien pu rester au Québec et faire ton truc. Euh, Qu'est-ce qui te motive Ben derrière non, mais je crois que. Vas-y. Ben, parce que je suis français, tout simplement, et j'ai envie que mon pays progresse. Je pense qu'on n'est pas là par hasard. Si personne n'est là pour le faire progresser, ben, on restera toujours à 50 ans de retard, quoi. Donc, on est là pour faire bouger les lignes. Il faut accepter qu'il y ait des remous, il faut accepter qu'il y ait des attaques, ça fait partie du jeu. Donc, moi, je les accepte avec beaucoup de sérénité. J'ai la conscience tranquille. Donc, voilà, les attaques sont là, elles sont normales. Il faut les accepter. Il faut avoir la force et le courage de les accepter, c'est vrai. Quelquefois, c'est dur, à la fois au niveau personnel, mais surtout pour son entourage, sa famille, d'être pointé du doigt comme quelqu'un de pas très respectable, ce genre de choses. Quand on sait le passé que j'ai, ça fait beaucoup de mal à ma famille, hein, mes enfants, papa. Après tout ce que tu as fait pour les gens, tu les as soignés, tu en as sauvés, tu as fait du SAMU, et là maintenant on te prend pour un paria, c'est pas normal. Oui, bien sûr. Mes enfants, mon épouse trouve ça très injuste. Et moi aussi, je trouve que c'est très injuste par rapport à tout ce que j'ai fait dans ma vie. Je trouve que c'est très injuste, mais il faut l'accepter. Ça fait partie des choses normales. Moi, je les accepte avec beaucoup de sérénité et de calme. Je ne m'énerve pas, je ne m'énerve jamais. D'ailleurs, ça surprend les gens parce que, en fait, c'est ma nature, hein. Je suis comme ça. Je pense que il y a au-dessus de nous une autre justice qui est là et on la verra un jour, c'est sûr. Enfin, moi, j'en suis intimement convaincu. Ça fait partie de mes croyances. Je crois en l'au-delà. Je crois en une vie après la vie. Je dirais même plus, je sais qu'il y a une vie après la vie, c'est plus que de la croyance, parce qu'une croyance est sans preuve. Donc là, c'est presque, il y a tellement de preuves maintenant, il faudrait être sourd et aveugle pour dire que c'est de la croyance, c'est de la connaissance, c'est la simple connaissance. On sait que maintenant qu'il y a une vie après la mort. Et c'est évident quand on s'intéresse aux choses, je veux dire, c'est clair, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Donc à partir de là, tout est permis et tout s'ouvre. Et ça s'ouvre avec une facilité déconcertante d'ailleurs. On voit que l'univers bien sûr, nous met des petites barrières, mais ces barrières, elles explosent. Elles explosent les unes après les autres. Est-ce que ça Et te donne le sentiment que depuis un an, justement, avec la pandémie, etc., et moi, mon sentiment, c'est que j'ai l'impression que depuis un an, ça pousse. C'est un accélérateur de conscience ou de désir de donner du sens aussi à sa vie et à sa mort, bien sûr. Est-ce que tu as ce sentiment aussi ça pousse plus? Ben, absolument, parce que sous nos yeux s'effondre un monde matérialiste quand même. La Covid nous a montré ça. Nous a montré que ce qui comptait le plus, c'était pas tellement de voyager. On peut voyager en soi, en restant chez soi, en se déplaçant géographiquement, en prenant des avions qui consomment beaucoup d'énergie et pour aller dans un endroit où on se retrouve face à soi-même finalement, avec un environnement différent, mais avec des gens différents. Bien sûr, il y a cette richesse du partage, mais c'est pas ça la solution. C'est pas fuir son pays pour en trouver un autre où on sera mieux. C'est en soi-même qu'on est mieux. Et je pense que la Covid nous a montré que nous avions en nous cette intériorité, que nous avions cette capacité
de réflexion sur nous-mêmes, de nous recentrer sur l'essentiel, de nous détacher des valeurs matérialistes, de nous détacher d'avoir une belle bagnole, d'avoir une belle maison, d'avoir un truc. Tout ça, c'est peanuts par rapport à les valeurs essentielles de la vie. C'est quoi? C'est le partage, c'est partager une conversation comme on fait maintenant, c'est être avec ses enfants, avec sa famille, être dans la réflexion, dans la méditation, retrouver des livres qu'on avait oubliés, qu'on relit avec plaisir, regarder sa propre richesse, la propre richesse intérieure. On a tous en nous cette richesse intérieure et quelquefois on la recherche à l'extérieur et à l'extérieur on se plante. On se plante parce que on est comme cet hamster dans une roue qui tourne sans fin, de plus en plus vite pour rechercher cette richesse extérieure alors qu'on l'a en nous. Et je pense que oui, le monde matérialiste s'effondre et il y a davantage de spiritualité qui s'installe, bien que j'aime pas trop ce mot, mais disons, on voit bien ce que ça veut dire, quoi. Se concentrer sur autre chose que le monde matériel. Et la Covid nous a donné l'occasion de le montrer et de le prouver, oui, bien sûr. Est-ce que c'est ça ton mindset, ton état d'esprit? C'est une thématique que j'aborde beaucoup sur cette chaîne aussi, notamment pour développer ces stratégies, y compris de réussite, mais au sens très large. On a besoin d'un mindset, d'un état d'esprit solide, tout comme on a besoin d'un état d'esprit solide pour faire face aux critiques, alors ces critiques, elles viennent aussi, au moins on m'a toujours dit que quand on commençait à être critiqué, c'est qu'on avait du succès. Donc, de temps en temps, et Dieu merci, j'ai des gens qui me détestent et j'en suis très heureux. Mais est-ce que c'est ça ton état d'esprit qui te fait lever le matin, qui te fait traverser toute la France pour animer des ateliers TCH? Et vraiment, il faut qu'on parle de ces TCH, sinon on va se faire engueuler. Est-ce que c'est ça ton état d'esprit? C'est justement rencontrer, partager, accompagner chacun dans son processus? Est-ce que c'est ça qui te donne la flamme à l'intérieur, le désir d'y aller, quoi? Ben, c'est se sentir bien dans ce qu'on fait. Et je me sens bien dans ce que je fais parce que j'ai les retours des gens. Si j'avais pas ces retours, c'est les gens qui nous portent. C'est cette émotion que l'on a chaque fois qu'on fait les débriefings à la fin des séances et qu'on a des gens qui pleurent en racontant ce qu'ils ont vécu. Bon, mais ça, je veux dire, c'est la plus belle des récompenses. Une fois que tu as eu ça, t'as qu'une envie, c'est de refaire une autre séance pour avoir les mêmes sensations. Alors, il y a des séances où il y en a beaucoup, il y a des séances où il y en a moins, mais peu importe. Pour les gens qui ont reçu ça, c'est formidable. Et nous, c'est comme si on avait une clé dans le dos, là, tu vois, et on nous la remonte comme ça, chaque fois, et puis hop, on se remet en marche. On donne de l'énergie, c'est vrai. Ouais. Tu le sais, une séance d'hypno d'1h30, ça demande beaucoup de concentration et ça demande quand même une certaine liberté aussi pour être connecté nous-mêmes. Et c'est de l'énergie, c'est sûr. Et on me dit, mais comment vous faites pour faire autant de séances? Mais parce que je suis regonflé en énergie au débriefing. Et les gens me reboostent avec leurs propres énergies. Quand on fait ces égrégores en fin de séance et en début, on ressent les énergies. Et c'est vrai que bon, on a quand même des populations privilégiées où il y a beaucoup de gens qui font du tai chi, du reiki, du qigong, de la méditation. Il y a des hypnos, des magnétiseurs. Donc tout ça, évidemment, on le sent. Les énergies sont là dans la salle et c'est une population privilégiée. Il y a aussi des gens qui n'ont jamais rien fait de tout ça, hein, mais ils sont portés par les énergies et on sent très nettement les énergies dans les mains au moment où on fait ces égrégores, sans se toucher les mains. Je respecte les gestes barrières puisque maintenant on peut plus se toucher les mains, mais à distance, on met une main vers le haut comme ça pour recevoir les énergies, la main gauche et la main droite pour les redonner au groupe. Et on ressent la chaleur, on ressent les vibrations, c'est très net. Et il y a des séances où c'est encore plus fort que d'autres. Et là, on se dit avec Étienne et Marc, on se dit, celle-là, elle va être mieux que l'autre. Ben ouais, on le sait, on se fait un petit clin d'œil, on sait que ça loupe pas. Hein. Ce sont les gens qui font les expériences, parce que nous, on fait à peu près la même séance. Enfin, c'est jamais la même séance puisque rien n'est enregistré. Au niveau de ma voix, hein, je parle. Les sons sont enregistrés, mais Étienne joue avec les curseurs, les basses, il sait exactement à quel moment je veux décrocher, etc. On a des codes entre nous, mais même plus maintenant, puisque on a tellement rodé qu'on n'a même plus besoin. On marche en symbiose avec Étienne, et c'est formidable. Et là, Étienne Dupont, hein, je rappelle, puisqu'on est trois à faire ces ateliers, hein, donc il y a Étienne Dupont, Marc Leval et moi-même, et on a trois personnalités différentes, mais qui se complètent.
Mais alors, on est totalement différents. Et chaque personnalité va jouer sur l'autre. Et quelquefois, moi, j'ai besoin d'être recadré, ou quelquefois c'est Marc, ou quelquefois c'est Étienne, etc. Donc, on se complète comme ça. Et ça match, quoi. Et les gens le sentent. Ils sentent qu'on est un trio qui fonctionne. Et c'est pour ça que ça fonctionne si bien et que les gens, en retour, nous donnent de fabuleux cadeaux lorsqu'ils racontent ce qu'ils ont vécu. Ouais. Alors, on va expliquer un petit peu en détail, si tu es d'accord, ce que c'est la TCH, bien évidemment. Moi, je confirme tous tes propos, bien sûr, ayant eu l'occasion de participer à un atelier, comme je te disais, j'ai aucune notion du temps, mais un jour, c'était à Fontainebleau. Et évidemment, je n'ai absolument rien vécu. Pourquoi? Parce que mon cerveau analytique était Ah oui, tu présent. voulais connaître les trucs. Eh ouais, c'est pas mal ce qu'il fait ce mec. Ah, puis je pourrais récupérer ça. Son écho dans la voix, c'est sympa. Alors tu rigoles, mais l'écho, à un moment donné, je sais pas si tu fais encore ça, mais il y a de l'écho. Il y a des échos où le corps est lourd ou je sais plus quoi. Et je t'ai piqué ce truc-là, je l'ai foutu dans une de mes séances sur YouTube. J'ai fait peur à tout le monde. Donc, c'est Ça, c'est quelque ton chose. ancrage, oui. Oui, oui. Ouais, en fait, voilà, ça demande de la maîtrise. Donc voilà, je laisse le maître avec ses, avec ces trucs que j'ai voulu refaire. En fait, j'ai merdé, mais effectivement, j'avais ma conscience analytique qui était tellement présente. Enfin, c'était marrant aussi Ouais. de participer comme ça à l'expérience. Mais bon, voilà, ça convainc dans l'idée qu'il faut se foutre un peu la paix avec ce dont on va parler dans un instant, justement, ce mental, quoi, qui est Ouais, c'est ça. c'est quand même Magnifique. un peu embêtant quand il est par là. Alors, la TCH, je vais le mettre à l'écran, hein, ça veut dire transcommunication hypnotique. Trans, c'est comme trans au sens trans hypnotique ou trans. Non, en fait, l'acronyme, j'ai eu cette idée parce que j'étais bien ami avec le père Brune qui faisait la TCI. Et finalement, ce que je recherchais au début et ce que je pensais n'être que cela, puisqu'en gros, l'idée, c'est ça, hein, l'idée, c'est d'avoir étudié pendant toutes ces années les expériences de mort imminente, que je préfère appeler expériences de mort provisoire, et de se dire, mais mince, alors, tous ces gens qui ont vécu ça, ils n'ont plus peur de la mort parce qu'ils ont vu leurs défunts. C'était surtout ça qui les apaisait par rapport aux angoisses de la mort. Ils sont plus angoissés par rapport à leur propre mort, ils n'ont plus peur de mourir, et ils sont soulagés par rapport aux douleurs du deuil. Et je me suis dit, mince, c'est quand même dommage de devoir vivre un arrêt cardiaque pour en arriver à un tel apaisement devant la mort. Est-ce que, en reconstituant cette expérience sous hypnose, on n'en arriverait pas aux mêmes avantages? Et comme je suis anesthésiste, il était très facile de me former à l'hypnose que l'on pratique en bloc opératoire. Et là, j'ai voulu l'appeler comme ça parce que je recherchais, au début, je pensais qu'il n'y aurait que ça, le contact avec les défunts. Donc, par analogie, transcommunication instrumentale du père Brune, où les entités servent en support vibratoire d'écrans vidéo ou de bandes phoniques ou autres pour donner leur message, je l'ai appelé transcommunication hypnotique, ça me semblait logique, un contact avec les défunts par l'hypnose. Voilà en gros ce que ça a été. Mais il n'y a pas que ça maintenant, il n'y a pas que le contact avec les défunts. Voilà. Ouais, ça c'est En un peu gros, c'est ça. ouvert. Et voilà. Donc ça a été le début. Et effectivement, sur le premier, alors le début, tu sais, ça a été très, voilà, c'était très sommaire. Hein. Le premier atelier, je me souviens, c'était à Montréal, il devait y avoir 7 ou 8 personnes, c'est tout, et il n'y avait pas de musique, il y avait que ma voix, et pourtant, à la fin de la séance, qui a dû durer 15 minutes, il y avait des gens qui avaient reçu des messages de leurs défunts. Donc je me suis dit waouh, là, ce que j'intuitais là, ça marche, ça marche. Donc je suis rentré ensuite en France, j'ai fait quelques séances comme ça. Je suis allé à la Réunion aussi, à l'île de la Réunion, où j'ai fait une séance. Et à l'époque, je me souviens, je faisais pas d'ancrage, j'ai même eu un incident parce qu'au moment du décollage, la suggestion de sortie de corps, il y a une personne qui a appuyé comme ça sur ses pieds, elle est tombée de la chaise. Bon, elle s'est pas fait mal. Alors maintenant, c'est pour ça que je fais des ancrages subséquents avec des infrabasses là, comme où vraiment
bien ancré là, et on risque plus de ce genre d'incident. Voilà. Enfin, après, donc ça a été le hasard, s'il existe, qui m'a mis sur la route de la TCH telle qu'elle est maintenant, avec Marc Leval, qui à l'époque était journaliste, il est toujours, mais il était journaliste à Sud Radio, il avait une quotidienne de 2 heures, donc un bon métier, hein. Et il me recevait, et chaque fois que je sortais un livre, parce qu'il était passionné sur les sujets des EMI, et là, je sortais un livre, La mort expliquée aux enfants, à l'époque, et je lui dis, alors je sais pas pourquoi je lui ai dit ça aussi, il faut croire que c'est ma conscience intuitive qui a reçu des trucs. Je lui ai dit, mais pourquoi? Puisque c'est votre passion, vous quittez votre radio, vous montrez votre propre société, on fait des conférences ensemble, si vous voulez. Et voilà. Et ça commençait comme ça. Ça commençait comme ça. Et puis je lui ai parlé de la TCH. Je disais que j'aimerais faire ça, mais il me faudrait du matériel, il me faudrait des casques audio, il me faudrait console avec où on puisse régler les sons, il faudrait que des gens soient reliés entre eux et à ma voix, enfin voilà. Et puis comme c'est un fonceur, eh ben il a foncé dans l'aventure, et il a entraîné dans l'aventure Étienne Dupont, qui bossait lui aussi comme salarié à Sud Radio, et on est partis tous les trois sur les routes comme ça, on est partis voilà, un petit peu partout, en Belgique, en Suisse, et puis on a même fait une tournée au Canada. Enfin et là c'est tellement devenu notre passion qu'elle nous mange, hein. On parle TCH, on raisonne TCH, il se passe pas une journée sans que on pense pas à la TCH, parce que c'est tellement énorme ce qui est en train d'arriver là, c'est tellement énorme que ce succès qu'on a, que vraiment on ne peut que répondre à ce succès. Bon, si un jour les gens se lassent de nous, on s'arrêtera. Mais pour l'instant, voilà, ils ont plutôt tendance à nous dire, allez-y les gars, foncez, on vous suit. Bon, voilà, c'est pour ça que ça continue. Donc, ah oui, le principe. Alors, le principe, je sais pas si les gens ont bien compris, mais le principe, donc, voilà, une séance typique, hein, ça dure à peu près 4 heures, une séance. Donc, on en fait 2 par jour quand on est dans des villes. On reste 3 ou 4 jours dans chaque ville. Et chacun a son rôle, c'est-à-dire que Étienne Dupont, il a un rôle d'écoute, il a une capacité d'empathie extraordinaire par rapport aux gens. C'est pour ça que les gens l'adorent, parce que il écoute, il conseille, il suit les gens avant, après, etc. Marc Leval fait sa présentation, et il arrive, parce c'est un homme de communication, donc il arrive très très bien à détendre les gens. Ça aussi parce que les gens sont tendus, ils ont peur, il y a 43 ou 45 personnes qui vont faire la séance, et donc il arrive à les détendre parce qu'il raconte des anecdotes, il arrive à les faire rire, à les faire sourire, enfin il fait tomber un peu la pression. Ensuite, moi, je fais une petite présentation où j'explique en 20 minutes avec un petit PowerPoint, j'explique comment ça marche et comment ça fonctionne, il faut qu'ils sachent comment ça fonctionne. Ben, tu sais, puisque tu as vu le process à Fontainebleau. Et ensuite, on fait la séance qui dure 1h30. Et après, alors là, pour nous, c'est boum boum le cœur. On écoute les gens, ce qu'ils ont vécu, et on fait circuler le micro. Et ensuite, il y a aussi la possibilité de faire un direct sur RTCH, qui est la radio de Marc Leval, où en direct, les gens peuvent venir raconter leurs propres expériences sur RTCH. Il y a, oui, c'est ça, www.rtch. Je sais pas si c'est FR ou comme, je me souviens plus. Il me semble que c'est comme. Il me semble que j'ai vu FR tout à l'heure, ouais. Oui. Et donc là, les gens racontent leurs expériences. Puis il a aussi il a plusieurs invités aussi qui viennent parler de leur démarche, qui sont toujours dans cette démarche un petit peu voilà, pour faire avancer les choses dans le bon sens. Ça peut être des écrivains, des intellectuels qui viennent sur cette radio qui est sur abonnement pour faire avancer le schmilblick, comme on dit. Voilà en gros notre périple qui continue. C'est vrai que je constate à quel point aussi ça se structure, quoi, votre démarche, et je vois bien, tu mets les copains en avant aussi, parce que il y a une espèce de trio infernal là, oui. en train de structurer de plus en plus la démarche, quoi. Effectivement, je me souviens tes premiers investissements de fauteuil. Il fallait les trouver, ces foutus fauteuils, hein, les 50 transats comme ça. Alors oui, alors là, Marc aurait de quoi écrire un bouquin, et d'ailleurs, il va écrire un livre bientôt sur la colère, je crois. Enfin bon, il en parlera lui-même. Mais il devrait raconter toutes les galères qu'il y a eu, et chaque fois, ça s'arrange.
Mais à la dernière minute, quoi, ça s'arrange. Comme si l'au-delà jouait avec nos nerfs quelquefois pour nous remettre un petit peu sur les rails. Mais chaque fois, ça s'arrange, chaque fois. Le coup des fauteuils, là, il a plein d'anecdotes, notamment des fauteuils qu'on finit dans un lac, que des plongeurs ont récupéré, enfin, des trucs incroyables. Si les gens savaient ça, mais il faudrait leur expliquer parce que c'est drôle. C'est drôle parce que ça s'arrange à la fin et chaque fois, l'histoire, eh ben, on se retrouve avec la TCH normale. Alors que tout est fait, les prises qui vont pas, les machins. Enfin, et voilà, il faut trouver toujours des solutions et jusqu'à présent, on les trouve. Enfin, il les trouve parce que c'est pas moi qui m'occupe de tout ça. Non, mais moi j'ai bien compris. Toi, tu arrives, on t'annonce toujours en guest star en fait. Toi, tout est installé et puis tu arrives comme ça. Non, je suis pas sûr que Ouais, ça ouais, se passe ouais, vraiment comme ça, mais bon. ouais. Fait, ça dépend. Il y a des fois où je me mets à l'entrée. Avant, je faisais pas ça. Avant, je trouvais que c'était plus sympa. Peut-être on va refaire ça, mais on le fait plus parce que avec la Covid, bon, j'arrive masqué et puis sans serrer les mains aux gens. Mais avant, tu vois, je les accueillais à la porte, les gens, et puis je leur serrais la main. Je trouvais que c'était plus sympa de faire comme ça plutôt que d'arriver après après les messages de marque. Mais bon, après, rien n'est figé. Hein. On s'améliore au fil du temps. Et c'est vrai que quand il n'y avait pas la Covid, c'était mieux parce que ou alors je faisais le tour de table, je serrais les mains des gens. Voilà, il y avait ce contact humain qui est important, tu le sais. C'est primordial le contact humain. On est tous dans la même truc. Il n'y a pas un individu plus important que l'autre. On est tous Ouais, c'est celui ça, qui c'est très participe. intégratif, quoi. Et je me Oui, souviens oui, d'ailleurs, voilà. la première fois que qu'on a échangé, par téléphone, je t'ai parlé de cette poignée de main dont je parle souvent d'ailleurs aux gens, en, qui m'a permis moi, avec cette sensibilité, comme beaucoup de gens, mais de sentir aussi toute la puissance qu'il y avait là-dedans. Et l'égrégore, effectivement, parce que on n'a pas aussi, on a nommé ça tout à l'heure assez rapidement. Tu l'as dit au début, à la fin, mais à la fin, je m'en Mm. souviens pas trop d'ailleurs, mais je me souviens vraiment du début. On part pas dans l'expérience n'importe comment, Mm. et surtout avec toutes les protections nécessaires. Alors, cela dit, peut-être que tout ça, ce ne sont que des croyances, mais tu as dit aussi que lorsqu'on met pas d'ancrage en place, les décollages parfois chez certains sont un peu abrupts. Euh, est-ce, est-ce que comment ça s'est mis en place d'ailleurs ces histoires de euh, d'égrégore, parce qu'il y a des mélanges de chamanisme, il y a de Oui. l'énergétique, il y a plein de trucs là-dedans. Ouais, ben Comment ça tu sais, vous est arrivé, cette histoire? ben, ça nous est arrivé de façon progressive. Parce que tu sais, moi j'ai une formation un petit peu déformante de médecin anesthésiste réanimateur hyper matérialiste. Et quand on fait ce genre de choses, eh ben, il faut vraiment mettre en place toutes les protections nécessaires. Et ça, ce sont des conseils qu'on nous a donnés, des chamans, des médiums qui m'ont dit comment il fallait faire pour s'adresser à l'au-delà. Une chose que je savais, puisque quand j'ai participé à certaines séances de TCI, on faisait ça, on faisait déjà ça. Donc, moi, je fais déjà une protection personnelle, mais que je n'impose pas, parce que c'est du domaine de ma croyance personnelle, avec la prière du Padre Pio, que j'ai toujours avec moi, et que, voilà, avant les séances, je lis, mais pour moi, parce que, effectivement, Michel Riffard avait raison, j'en ai besoin. Mais après, on fait ensemble un égrégore de prière, pour demander l'aide de nos guides et puis les remercier d'être là et puis à la fin aussi de demander leur protection en début et à la fin les remercier. Je pense que c'est vraiment des choses quand on a ce genre de contact, il faut voilà avoir toutes les protections possibles pour réaliser l'expérience, la faire avec le cœur. Quand tu dis la poignée de main, tu ressens de l'énergie, c'est pas la mienne, c'est celle que l'on émet ensemble. C'est quand on est dans l'amour, que tu tiens quelqu'un comme ça, que tu es dans la sincérité et l'amour, eh ben c'est pas la mienne énergie forcément, c'est la tienne aussi. Donc c'est les deux énergies qui fusionnent dans la même énergie d'amour. C'est comme ça. C'est pas le gourou qui serre la main, qui fait passer son énergie personnelle. Enfin moi c'est comme ça que je vois les choses. Quand les gens sont vraiment dans l'authenticité, quand ils sont vraiment dans une démarche du cœur, eh ben moi aussi je ressens cette énergie. Je ressens l'énergie autant que la personne qui la reçoit. Donc ça passe. Et puis quelquefois tu serres la main à des gens, tu sens bien que tiens celui-là
peut-être un mec du Conseil de l'Ordre qui vient voir ce que je fais, tu vois, parce que je sens rien, quoi. Je lui serre la main, il me regarde même pas, il fait ça, il retourne la tête comme ça, et puis il te serre la main, il te regarde pas, et tu sens rien dans la main, tu dis, oula, celui-là, attention, il vient te surveiller. Ouais, Ah, c'est bon. très probable, y compris la Oui, Miviludes et oui, oui, oui. compagnie, Mais on les repère. ouais, on les repère. Et oui, on les repère très bien. Et toute cette mise en place, eh bien, elle a été empirique. C'est l'expérience que les gens nous ont donnée, qui nous ont permis de progresser. On tient compte de toutes les critiques. Tu as vu, à la fin, on fait Ouais. remplir un questionnaire. Bon, on a ce questionnaire. Et puis, il y a des remarques des gens qui nous disent, tiens, j'aurais aimé ceci, cela. Tiens, alors on lit tout, hein, tout est lu. On lit toutes les remarques et tout ça, et on essaye d'en tirer profit. Parce on a envie d'une seule chose, nous, c'est qu'il y ait 100% d'expérience positive. Mmh. C'est un rêve, mais bon, peut-être. Alors, c'est vrai que ça s'améliore au fil du temps, parce que ben, Étienne a changé, sa musique, on fait avec les infrabasses maintenant. Depuis Fontainebleau, tu ne reconnaîtrais pas la TCH maintenant, parce qu'on a vraiment changé beaucoup de choses par rapport au son, notamment. Par rapport à ma voix aussi, j'ai quelques trucs confusionnels que j'ai rajoutés. Enfin, je parle à l'hypno là, hein, les gens ils vont pas trop comprendre ce que je veux dire, mais bon, on essaie de déconnecter le plus possible les Mmh. gens. Marc aussi a modifié sa façon de présenter les choses. Il a eu quelques remarques. Moi aussi, j'ai eu des remarques. Étienne aussi. Donc, on tient compte de tout. On n'est pas des gens têtus. Et on essaie de s'améliorer. Et grâce à ça, ben, on a des expériences qui sont, oui, qui sont performantes, mais améliorables encore. On peut encore s'améliorer. Et je pense qu'on va Oh, s'améliorer parce que on aura d'autres retours, bien sûr. ouais, puis les gens vont aussi commencer à lâcher un peu ce foutu mental. J'espère en tout cas que nous sommes Ouais. des facilitateurs de tout ça, y compris sur cette chaîne, visiblement. Ça a l'air d'être un peu le cas. Aujourd'hui, vous êtes à quel pourcentage de, de contact en fait sur une soirée en moyenne? Combien de gens vont avoir un contact clarifié avec un défunt? Alors, c'est très variable. Au début, alors, on a fait la statistique que sur le premier millier de TCHistes, on avait trouvé 669 personnes, donc 67% qui avaient coché la case, oui, je pense avoir été en contact avec des défunts. Mais actuellement, il y a d'autres choses qui se passent. Ah oui. Et c'est pas ça le plus important. Il y a des gens qui ont des régressions. Il y a des gens qui ont des soins énergétiques. Il y a beaucoup de gens qui reçoivent des soins énergétiques. Il y a des gens qui pensent avoir été en contact avec des mondes extraterrestres. Aussi, ça, on s'y attendait pas du tout. Des gens qui voient leur futur. Des gens qui ont des informations par rapport à des images de leur passé personnel. Pas de vie passée, mais de leur passé personnel. Et puis, il y a des contacts avec des défunts aussi. Alors, on n'a pas encore refait les statistiques depuis, mais je dirais que il y a au moins autant d'expériences énergétiques que de contacts avec les défunts maintenant. Puis on peut avoir les deux aussi. Hein. On peut avoir les deux et on peut même avoir d'autres choses qui se passent, avec des choses totalement inexplicables, qui sont difficilement explicables par la médecine traditionnelle. Hein. Quand quelqu'un... Tu as des exemples comme ça justement de Ben choses qui oui, ce t'ont sont les vraiment exemples que j'ai frappé? présentés. J'ai présenté ces exemples à l'université de Liège puisque le sujet, c'était la conscience et la santé. Donc, il y avait le professeur Blackburn, qui est prix Nobel de médecine, qui est venu nous présenter ses travaux sur l'effet télomère. L'effet télomère, donc, c'est la méditation qui augmente la taille des télomères. Les télomères, ce sont des brins d'ADN non codants qui protègent le capital chromosomique. Et plus cette épaisseur est conséquente, et mieux on se porte, en gros, hein, pour simplifier un peu les choses. Donc, elle a montré de façon objective qu'il y avait une action positive de la méditation sur la taille des télomères. Plus on méditait, et plus on méditait de façon régulière, et plus cette taille de télomère augmentait, et mieux on se portait. Donc elle a montré de façon objective, et ça lui a valu un prix Nobel de médecine aux États-Unis quand même, c'est pas rien l'effet télomérase. Donc moi j'ai présenté à ses côtés
des résultats obtenus en TCH sur des gens qui avaient des pathologies. On voit bien que c'est la même chose, une connexion à la conscience intuitive extra-noire, ou en tout cas quelque chose de plus grand, par la méditation ou l'hypnose, tout à fait inattendu, des guérisons de migraines, de périarthrite scapulo-humérale, de rhumatisme, de choses comme ça, ou même des choses un petit peu plus graves. Alors, bon, moi j'y vais avec beaucoup de prudence, parce que je ne vais pas dire venez en TCH, vous allez être guéri, c'est pas du tout ça. Mais je ne peux que constater et écouter les gens qui me disent depuis ma TCH, j'ai eu très mal à la tête au moment de la TCH, et depuis j'ai plus de migraines, alors que j'avais des migraines tous les jours, par exemple. Donc j'ai passé un certain nombre de témoignages audio aussi, de gens qui racontaient ça, puisqu'on pourrait dire, bon, il invente tout, le type, c'est pas possible. Ben oui, non, j'invente pas tout, c'est signé, les trucs sont signés, et puis on les entend en plus, donc on peut pas dire que ce sont des... si, on pourrait dire ce sont des... oui, on peut toujours dire, hein, ce sont des gens qu'on a payés pour dire ça, non. Non. Quand on fait le tour de table au débriefing, on n'a pas payé des gens pour qui racontent leurs histoires. Hein. Ça, là, les détracteurs, ils sont un peu coincés quand même. Parce que devant les résultats, devant les 17 000 personnes qui ont participé, on ne peut pas dire oui, on les a forcés à participer, ce sont tous des acteurs, quoi. Parce qu'il y a eu ça, hein, il y a eu des détracteurs qui ont dit non, ce sont des acteurs qui viennent et qui racontent des trucs. C'est pas possible, autrement. 17 000 figurants, ça commence à faire du monde, quoi. Ça reviendrait cher. Ouais. Et ouais, donc 17 000, hein, 17 000 expérienceurs hein, depuis l'origine de cette de CHiste, ouais. C'est vrai que j'ai l'habitude de moi d'employer ce mot expérienceur. Est-ce que tu peux juste répondre par oui ou par non à ces quelques questions que je vais te poser? Bien sûr. J'ai pas droit, peut-être. Non. T'as droit à des jokers. Oui ou non. En général, tu sais, je suis franc, je raconte, voilà, je me cache plus de rien. Donc je vais te dire oui ou non. Ça, c'est sûr. Non, mais vu que j'avais une grande série de questions, on va comme ça. Si c'est plutôt oui ou plutôt non, on va dire. Plutôt oui ou plutôt non. Voilà. Je dirais oui ou non. Voilà. Alors la première, tu as déjà répondu. En fait, tu as déjà consulté des médiums. Oui. Y compris cette petite dame dont j'ai déjà oublié le nom, mais qui t'avait. Ouais. Ouais, c'est ça. Qui est époustouflante et qui a toujours des choses. Elle avait toujours. Je parle d'elle au présent parce que je sais qu'elle est là. Alors, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que tu as déjà participé, alors on a parlé du Père Brune tout à l'heure, vraiment participé, hein, vu des expériences de TCI, transcommunication instrumentale? Oui, oui. Des choses probantes. Il faut que je réponde oui ou non ou je complète un peu? Ah, t'as le droit parce que c'est intéressant. Ah oui, oui. Ah oui, oh ben je raconte dans un de mes livres. D'ailleurs, le Père Brune m'avait dit de venir à Caen faire une séance de TCI. Il voulait absolument que je vienne et moi je pouvais pas parce que j'avais en même temps une autre obligation. Et en fait, je faisais ma conférence à Caen et c'était le lendemain qu'il faisait sa séance de TCI avec Christophe Barbet. Il y avait Henri Vigneault, le médium. Il y avait Carton, un homme de radio passionné par ça, comme les Marc Leval, et il faisait son émission en direct. Et il voulait rentrer en contact avec son frère décédé. Et puis il y avait aussi la sœur du Père Brune. Et je lui dis, tu sais, non, parce que j'ai une autre obligation, je dois partir, je pourrais pas rester pour la séance. Oh, c'est dommage, tout ça. Et dans la nuit, la lumière de ma chambre s'allume, réveille mon épouse et j'entends, va à Caen. Alors, je téléphone au Père Brune et je lui dis, voilà, ah ben dis donc, avec sa voix, t'as de sacrées invitations de l'au-delà, là tu peux pas faire autrement que de venir. Et effectivement, j'y suis allé et on a eu un contact que je raconte dans un livre, je sais plus lequel, je crois que c'est La médecine face à l'au-delà, il me semble. Et là, on a les réponses en direct à toutes les questions qui sont posées. Alors ça se passe... il y a donc c'était Yves Linès qui réglait son poste entre deux fréquences comme ça. Alors il y a une espèce de bruit de fond continu. Et puis de temps en temps, donc on se met en prière avant, on pose des questions et de temps en temps on entend comme ça. Donc il faisait passer au ralenti le truc et on avait la phrase
prononcé par le frère du père Brune, qui correspondait aux questions posées. C'était incroyable, et avec un humour incroyable, parce que pour terminer la séance, il dit est-ce que tu bois toujours ton petit verre de whisky dans l'au-delà? Et la réponse est non, la bouteille. La réponse. Non, mais ça paraît. Alors, moi, je suis ressorti de là, mais j'ai dit, mais c'est pas possible ce truc, c'est incroyable, quoi, ce qui s'est passé là. Et même le père Brune avait dit, tu sais, ça n'a jamais été aussi net que là, quoi. Il fallait que tu sois là pour le raconter. Et effectivement, je l'ai raconté dans un livre que les gens ont dû lire beaucoup, puisque il a été bien vendu, ce livre. Et j'étais là pour simplement être un témoin. Donc, j'avais mon carnet en ressort, là, comme un journaliste, et puis j'écrivais tout ce qui s'est passé, je l'ai écrit. Jean-Claude Carton, qui avait fait son émission aussi, était là. Henri Vigneault, ce médium extraordinaire aussi, était là. Et il était en prière, je me souviens très bien. Il a dit que c'était une séance très forte. Donc oui, j'ai eu ça. Et puis j'ai eu Linès aussi, qui est venu à la maison, chez moi. Enfin, c'était pas à la maison, c'était à mon appartement à Toulouse, où on a fait une séance il a eu la gentillesse de faire une séance comme ça, rien que pour moi, par amitié. Et on a eu un contact avec mon père, qui était aussi très probant. Et lui aussi, il fait un travail formidable à Source de Vie Toulouse. Et je faisais des conférences chez eux. Et j'en fais plus parce que j'ai plus le temps de faire des conférences, puisqu'avec ces TCH, maintenant c'est TCH. Et ils font vraiment un travail formidable. Il y a aussi le groupe Infinitude aussi qui s'occupe de ça, de la TCI. Et tous ces gens, bien sûr, font avancer les choses. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai voulu appeler transcommunication hypnotique, en hommage à la transcommunication instrumentale. Merci, hein, puis de remettre en avant aussi le travail de tous ces hommes. Oui. Linès, que j'ai eu la chance aussi de rencontrer dans des conférences avec Séverine, Vigneault aussi, extraordinaire, Florence Hubert. Ouais, vraiment des belles personnes qui nous font progresser. Alors, je me suis rendu compte aussi dans la TCI, ça demandait souvent quand même une oreille assez expérimentée, sauf que quand c'est clair comme ça. Et puis parfois, il faut rembobiner à l'envers. Ah oui, il y a des messages reverses. Les Et messages c'est-à-dire reverse. on a un message dans un sens et on le fait dérouler la bande dans l'autre sens, on a un autre message différent. Alors ça, il faut être doué. Et puis les Oui, c'est fréquences ça. ne correspondent pas aux fréquences des cordes vocales humaines. Donc ça veut bien dire que ce sont vraiment des voix de l'au-delà qui viennent. Exactement. Alors on continue avec les oui ou les non, même si on a triché un petit peu, mais c'est chouette. Est-ce que tu as déjà rencontré tes vies antérieures en hypnose? Ben, en fait, on m'a pas fait de TCH, puisque pour l'instant, il y a que moi qui fais des TCH, c'est dommage, mais peut-être on y arrivera. Mais en fait, j'ai déjà eu des régressions spontanées où je me suis vu, donc, et je raconte ça aussi dans un livre, à l'époque des cathares. Alors, je devais être une personne très, j'étais pas un grand seigneur ou quoi que ce soit, mais je revois mes pieds là. J'avais une toge brune et je montais, d'ailleurs, qui est en face, et on ne voit pas parce qu'il fait nuit, mais le château de Montségur est juste là. Et c'est pas un hasard si j'habite là. Et très petit, je voulais aller à Montségur. Mes parents étaient très étonnés que je veuille aller à Montségur. Ils m'y ont amené. Il paraît que quand j'étais là-bas, j'étais fou de joie, j'ai tourné. Enfin, je me sentais bien là-bas. Et quand on va à Montségur avec des amis, puisque ça fait partie. Quand j'ai des amis qui viennent, la famille, on fait visiter Montségur, le château est en face. Il y a des gens qui sont soit très mal, soit très bien. Il n'y a pas, soit on a une oppression. Je me souviens, Jean-Claude Carton, notamment, il a fait 3 tentatives, il n'a pas pu. Chaque fois, il vomissait, il fallait faire demi-tour, il avait des vertiges, etc. Il y a aussi des médiums que j'ai amenés au château. Je pense aussi à Mireille Desclous, qui est venue avec... Mireille Drapeau, pardon, hein, anciennement Desclous, et qui est devenue Mireille Drapeau avec Étienne Drapeau. Étienne Drapeau n'a pas pu monter, lui, et Mireille est montée, et elle a vu... moi qui connais bien l'histoire de Montségur, l'emplacement exact où a eu lieu la crémation des cathares, puisque il y a le four des crémates qui est symbolisé par une croix à un endroit précis, mais c'est pas celui-là, c'est pas là.
ils ont été brûlés plus loin. Et il y a peu de choses, peu de monde qui le savent. Et moi, je le savais parce qu'il y a un historien à Qatar qui me l'avait dit lors d'une promenade. Et c'est à cet endroit-là qu'elle s'est sentie très mal. C'était cet endroit-là où ont été brûlés les Qatars. Donc, ça veut bien dire que les informations, quand même, elles viennent bien de quelque part, quoi. Et voilà, c'était un moment très émouvant. Donc oui, j'ai eu je pense une vie, quelque chose qui s'est passé à l'époque des Qatars. Pour moi, ça me semble évident. Je le raconte aussi dans le livre, ce truc où c'est pas un hasard si ma maison s'est fait juste en face du château de Ségur, parce que c'est une énergie qui me porte. Et quand j'ai des problèmes ou quoi, ben je vais là-bas, je me mets en méditation là-bas et je me ressource là-bas. Ça me fait du bien. Ouais. Ouais, c'est comme une évidence ou un retour à la Oui, maison. absolument. Ouais. Intéressant. Vraiment, oui ou non, Jean-Jacques? Est-ce que Jusqu'à tu as présent, hein, déjà, je joue euh, le jeu. est-ce que tu as déjà tenté l'ayahuasca ou des plantes psychotropes pour vivre des Non, expériences rigolotes? non, non. Jamais eu envie ou testé le LSD, des trucs comme ça? C'est pas un piège, hein, parce que c'est. Non, 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 mais je le dirais, non, non, bon, un petit peu de shit, évidemment, quand j'étais jeune, comme tous les étudiants en médecine, je pense qu'on a tous fait le truc. J'ai jamais essayé la coke, voilà. Fumer un joint, oui, ça m'est arrivé, mais c'est tout. D'ailleurs, ça m'a rien fait de spécial. Ça m'a pas fait décoller, rien du tout. J'ai dit, c'est ça, j'en reprends un petit peu. Ouais. La question sous-jacente, en fait, derrière, c'était justement tous les travaux de Stanislas Grof qui me passionnent depuis Oui, très longtemps maintenant. Bon, il peut plus travailler avec le LSD, donc il le fait maintenant avec le souffle. Et ce qui m'amène peut-être aussi à cette question, est-ce que tu as déjà vécu des expériences transpersonnelles avec le souffle, comme la respiration holotropique ou le rebirthing, des choses comme ça? non, j'ai jamais fait ça. Ok. Personnellement, j'ai jamais testé tout ça. Ça paraît peut-être fou, hein, parce que je Non, sais bon, que pas du tout. C'est pas non, non, fou. mais les gens qui s'intéressent à ça, je sais, on fait toutes les expériences, ayahuasca, iboga, LSD, enfin voilà, euh, par curiosité, par simple curiosité. Mais en fait, moi, je suis pas animé par ma propre histoire. En fait, je suis Hmm. plutôt intéressé par les expériences des autres. C'est pas parce que j'ai la trouille, hein, parce que je suis pas du tout peureux, moi. Je suis au contraire réputé pour être un petit peu casse-cou et ça me ferait pas peur, par exemple, de faire du saut élastique ou ça s'est pas présenté, mais euh, je n'ai pas peur. Je n'ai pas. À partir du moment où on n'a pas peur de mourir, on n'a pas peur de grand-chose, hein. Alors Comme ça répond à une question qui est revenue souvent dans le chat que je suis en train de zioter de temps en temps, et puis on va prendre des questions bien sûr, hein. Mais est-ce que Jean-Jacques Charbonnier a peur de la mort? On commence à comprendre que visiblement ça a l'air assez détendu de ce côté-là. ah oui, complet. Non. Non. Ah. Alors là, comme je sais comment ça se passe de l'autre côté, bon, autant dire que j'aime quand même la vie sur Terre et ça m'embêterait quand même, on me dit c'est demain, hein. Ouais, j'ai encore des. Mais bon, après, je serais pas affolé, quoi. Je suis sûr, mais pour moi, c'est vraiment une certitude. C'est pas du 99,9%, comme disent certains qui s'intéressent à la chose, c'est du 100%. Pour moi, c'est sûr qu'il y a une vie après la mort et que ce qui nous attend derrière, c'est de l'amour inconditionnel. Et ça, vraiment, c'est cette foi qui m'anime. Ben, ça change toute la vie parce que après, mais toutes ces petites tracasseries là, administratives ou quoi, ou de vexatoires, tout ça, mais c'est tellement rien, c'est tellement peanuts par rapport à tout ça que c'est, alors on me dit, mais comment tu fais? Il y a un copain qui a voulu il m'a téléphoné, tiens, il y a pas longtemps, là, et ça fait 15 jours, non, un peu plus. Et ça fait un mois, voilà. Je te disais, il faut multiplier par deux. Quand on dit ça fait un an, non, ça fait deux, ça, 5 ans. Il m'a téléphoné, il m'a dit, il a voulu me remonter le moral, il m'a dit, oh là là, ce qui t'arrive, je sais pas comment tu fais, parce que moi, à ta place, je me serais suicidé. Oh, J'aurais pas tenu purée. le coup.
Ça m'a fait rire. Ça fait du bien, surtout. Ça parlait que de lui, hein. C'était- ça, pour remonter le moral, il n'y a pas mieux. Hein. Le type, il te dit ça, tu sais. Donc, il parlait que de lui et de la manière dont il aurait géré la Il parlait situation. de la façon dont j'étais traité, quoi, parce que il trouvait ça très, très injuste. Voilà, quand même. C'est fou ce qui m'arrive, c'est complètement disproportionné, quoi. Enfin, peut-être les gens connaissent pas l'histoire, mais on me reproche une anesthésie particulière. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails, où un patient dit à un moment donné avoir été conscient pendant quelques minutes. Et sous ce seul prétexte, on m'interdit la médecine pendant 3 ans quand même. Donc ça part en cassation, ça part en appel. Ça part en cassation. Alors que j'ai des confrères anesthésistes qui ont été reconnus coupables d'homicide involontaire avec mort du patient quand même, hein, sur la table, et qui n'ont pas eu un seul jour d'interdiction d'exercice. Donc on voit bien que c'est ridicule, c'est vraiment de l'acharnement sur ma personne. Donc on fouille ma vie. Il y a un drone qui est venu chez moi m'espionner. L'été dernier, c'était non, pardon, il y a 2 ans, il y a toujours un an de décalage. Un drone qui a tourné autour de ma maison, un gros drone noir, m'espionnait. Et je l'ai su lors de ma garde à vue. On m'a dit, mais on a évalué votre maison, un drone est venu vous évaluer votre maison. Oh, d'accord, je sais qui c'est. Alors, ce drone, je sais. Au moins, maintenant, tu as une estimation de la valeur de ta maison. Voilà, et je pense qu'un ariégeois pur cru aurait pris son fusil, aurait tiré sur le drone. Mais je ne suis pas un ariégeois pur cru. Et cette foi dont tu parlais et qui te permet aussi de mettre, on va dire, une sorte de distance, ou en tout cas la juste distance par rapport à ces événements-là, visiblement, ça a l'air de te faire prendre de la distance en tout cas. Est-ce qu'elle est liée Oui, à de la croyance, à ta foi, euh, et ou est-ce que c'est aussi tous ces gens que tu rencontres et justement qui te permettent de mettre tout cela à la bonne distance? Ah oui, c'est les deux. Parce que s'il n'y avait pas les gens, d'ailleurs, s'il n'y avait pas les gens, ça s'arrêterait. S'il Oui, n'y avait pas les c'est gens. simple. Hmm. Ça s'autorégule tout seul. Hein. Quand l'univers aura décidé que, si l'univers décide que ça doit s'arrêter, ça s'arrêtera. Très simplement, hein, ça s'arrêtera. Si l'univers dit vas-y, continue le boulot, t'as pas fini, eh ben je vais suivre. Hein. Moi, je me laisse porter, tu sais, je suis dans le lâcher prise complet. Hein. Bon, bien sûr, pas total quand même, parce que quand il y a une injustice, je réagis, et je suis un guerrier. Ouais. Par exemple, ce qui m'arrive là, je trouve que c'est injuste, donc j'irai jusqu'au bout. Je suis allé en appel, j'irai en cassation, j'irai à la Cour européenne des droits de l'homme, j'irai jusqu'au bout, parce Hmm. que je trouve que c'est injuste et je supporte pas l'injustice. Et le lâcher prise, ça veut pas dire qu'on se croise les bras et qu'on attend. Non, non, je suis quelqu'un qui est dans l'action et dans le combat et dans le. Quelqu'un m'a dit un jour que j'étais un guerrier guérisseur. La personne se reconnaîtra, c'est une médium qui m'a dit ça. Mais oui, c'est ça. Je suis un guerrier guérisseur. Je suis pas quelqu'un qui va subir sans rien dire. Je suis taureau ascendant Lion. Je suis né à midi, donc je suis quelqu'un de très têtu. C'est aussi, et mes amis le savent, un défaut quelquefois, parce que quand j'ai une idée en tête, eh ben, c'est très difficile sauf si on me prouve que j'ai tort, mais c'est très difficile que je change d'avis parce que une fois que mon avis est fait, voilà, c'est terminé. Je suis très heureux d'entendre que nous appartenons à la même famille d'âmes des guerriers guérisseurs, hein. Ouais, Euh, ouais. selon Marie-Lise Labonté, cela dit. Et avant qu'on reçoive Sandrine, là, qui est en hypnose et en transe totale, qui a une question à te poser, je me demandais si tu avais une idée avec toutes les expériences enfin 17 000 personnes passées entre vos mains, c'est quand même pas rien. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui s'il existe une sorte de purgatoire, qui est un truc très judéo-chrétien, certes, mais est-ce qu'il y aurait une espèce de, après la mort, comme ça, quand tu as fait des conneries, une espèce de salle d'attente où tu manges un peu, tu payes un peu cher, on dit ça aussi on dirait ça aussi des gens qui sont suicidés, mais visiblement, les médiums que j'ai rencontrés ne vont pas dans ce sens, il n'y aurait pas de purgatoire.
Est-ce que tu as un avis là-dessus ou des gens ont Oui, moi déjà j'ai un avis écrit parce ça? que j'ai un avis, mais c'est personnel, c'est par rapport Ok. aux recherches que j'ai faites, comme toi, avec des médiums qui m'ont parlé. Moi, je fais grande confiance aux médiums, dignes de ce nom aussi, parce qu'il y a des Oui, faux oui, oui. médiums Ouais. on le sait, mais des grands médiums ou des chamans ou mes lectures. J'ai l'impression que c'est pas parce que tu te désincarnes que tu deviens un saint, quoi. Tu te trimbales quand même ton matériel, ton passé, tes erreurs, ta méchanceté, tout ça, et il va falloir progresser. Voilà. Et en TCH, on a ce message incroyable et inaudible sur notre plan terrestre qui nous dit rien n'est grave et tout est juste. Vous êtes là pour faire des expériences. Hmm, Quelquefois, ces expériences elles sont très cruelles quand même. Voilà. bien sûr, ouais. Elles sont mais elles sont là pour nous faire progresser. C'est l'occasion de nous faire progresser sur le plan spirituel. Il faut croire. Alors c'est tout à fait inaudible. Hein. Moi, je reconnais que des fois j'ai du mal avec ce message. Lorsque une maman vient de perdre son enfant, va donc lui dire que rien n'est grave et tout est juste. Elle va t'envoyer balader. Elle aura raison, parce que dans notre vibration terrestre, on comprend pas ça. Hmm, Et de l'autre côté, il semble que tout s'éclaire et que on comprenne pourquoi on a ce chemin de vie, pourquoi on doit avoir ces expériences. Alors peut-être que dans nos vies passées, on a fait des choses que on n'a pas fini, on n'a pas terminé, que l'on doit continuer. Pour les suicider, moi je pense qu'ils vont pas en enfer du tout, mais quand j'écris ce livre dans La mort expliquée aux enfants, il y a un chapitre consacré au suicide parce que je pense ouais, qu'il ouais. faut en parler aussi. Je leur dis voilà, notre corps c'est un véhicule terrestre. Eh ben, tu es au volant de ta voiture et c'est toi qui es responsable de ta voiture, c'est toi qui es responsable de ta route. Ça empêche la culpabilité par rapport au suicide des accompagnants et des proches. Et c'est pas eux qui sont responsables, c'est celui qui conduit la voiture. Même si celui qui est derrière conduit moins vite ou celui qui est devant plus vite, c'est celui qui est au volant qui compte. Et à un moment donné, peut-être que celui qui conduit sa voiture, il trouve la voiture trop moche, il trouve que la route est trop difficile. Enfin bref, il a envie de quitter la voiture. Donc il quitte la voiture, il sort de la voiture, mais le chemin qui reste à faire, il va falloir qu'il le fasse. Alors, c'est pas pour autant qu'il va aller en enfer non plus, mais Hmm. il va s'apercevoir que c'est le mauvais choix parce qu'il aura pas trouvé la solution comme ça. C'est pas parce qu'il va s'échapper un moment que le reste du chemin, il aura pas à le faire. Il aura à le faire de nouveau. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et c'est pour ça que ça enlève à la fois, cette façon de voir les choses, ça enlève la culpabilité de l'entourage par rapport au suicidé. Ça empêche de penser que le suicidé, à rajouter du malheur au malheur, va aller en enfer ou au purgatoire ou je sais où, mais ça va dissuader la personne qui a envie de faire cette proposition, de valider cette proposition, de passer à l'acte, parce que de lui dire bon c'est pas parce que tu vas te cacher là ou foutre le camp un moment que tu vas trouver la solution comme ça, non, tu vas revenir dans ton truc et l'épreuve que tu subis là, ben c'est un obstacle que tu dois passer pour évoluer sur le plan spirituel, même si ça semble très difficile, eh ben il faudra la passer. Et voilà. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses pour le suicide. Hmm. Chère Sandrine, merci. Bonsoir Frédéric et merci beaucoup de me permettre de pouvoir échanger avec le docteur Charbonnier ce soir. Bonsoir Merci. docteur Charbonnier, vous avez du coup déjà répondu à la question que je voulais vous poser dans vos propos précédents, mais je ne vais pas laisser passer ma chance d'échanger avec vous. Donc merci beaucoup pour vos travaux qui éveillent les gens à la survivance de l'âme. Pour expérimenter les choses et avoir des messages qui m'arrivent par télépathie moi-même. Je sais bien que le fait d'avoir cette connaissance-là au moment où on vit des décès dans sa famille est un extraordinaire cadeau parce que même si le malheur est là, il y a quand même un apaisement évident. J'ai eu cette grande chance, entre autres, je vais pas vous raconter ma vie ce soir, je suis pas là pour ça, mais c'est vrai d'avoir des messages de ma maman 1 heure après son décès, et la perte de sa maman, c'est une des choses les plus tristes qui puissent arriver, et en fait, qu'elle puisse me communiquer quelque chose de très
de très matériel. Hein. On était effectivement en train de chercher les documents nécessaires suite à son décès, et du coup, on ne trouvait pas le livret de famille. Et 1 heure après son décès, j'ai eu ce message dans ma tête, va dans la salle à manger, au-dessus de la soupière, il est là, et j'ai trouvé ce livret de famille. Et ça, c'est juste waouh de me dire, ouais, t'es déjà là. Donc, vous contribuez vraiment à apporter vraiment de l'apaisement aux gens par rapport au décès, et je vous en remercie. Vous les aidez dans leur cheminement spirituel. Je suis un petit colibri, hein, à ma façon. Donc, Moi aussi, moi aussi. ouais, oh, vous êtes un plus grand colibri que moi, mais c'est vrai que en fait, à la suite du colloque de Toulouse, vous m'avez fait ce grand plaisir de publier ma lettre dans la revue de l'au-delà qui vous avait touché. Et depuis, j'ai avancé, j'ai créé une association, du coup, qui s'occupe d'organiser des conférences et des ateliers pour faire découvrir et expérimenter qu'il existe une autre réalité. Et c'est juste waouh. Et en cela, je recoupe tout à fait ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on a organisé des ateliers d'hypnose spirituelle, pas du tout avec les défunts, hein, c'était des sujets différents. C'était les régressions dans les anciennes vies, les développer vos capacités extrasensorielles. Et on se rend bien compte que lorsque les gens sont en état d'hypnose, en fait, ils vivent ce qu'ils ont à vivre et ce qui est bon pour eux à ce moment-là. Et qu'effectivement, j'adore ce moment du débriefing après. Parce que, voilà, les gens sont là pour vivre une expérience de régression dans les anciennes vies. Et puis, quand ils rouvrent les yeux, ils vous disent qu'ils viennent d'avoir un contact avec leur petite sœur qui est décédée. Et comme vous le dites, dans le cœur, il n'y a pas plus beau cadeau. Voilà. Alors, en fait, moi, ma question, mais vous y avez déjà plus ou moins répondu, c'était est-ce que vous accordez le temps de bénéficier à votre tour de ces fabuleux messages ou expériences qu'on peut avoir? Est-ce que vous expérimentez vous-même les séances d'hypnose spirituelle? Alors, les TCH, vous pourriez peut-être vous enregistrer, vous écouter après. Vous en avez pas la curiosité de cela? C'est-à-dire là, je serais, je sais pas si ça marcherait franchement, parce que le MP3, je l'ai écouté, hein. C'est vrai qu'il me fait, j'ai un MP3 de préparation à la TCH sur le site de RTCH, hein, d'accès gratuit. Et c'est vrai que ça me fait bien, oui, ça me fait bien planer, mais me faire à moi-même une TCH, peut-être, pourquoi pas. Vous devriez essayer. On a la possibilité d'enregistrer, hein, alors que les séances sont en direct, hein, elles ne sont pas enregistrées. Certains me disent, parce que c'est tellement précis maintenant avec Étienne, on a tellement mis au point la musique et ma voix que les gens ont l'impression d'entendre une bande enregistrée. Donc, non, c'est pas enregistré. Mais pourquoi pas, oui. Avec des collègues qui font de l'hypnose spirituelle, pourquoi pas Frédéric? Oui, pourquoi pas, oui. Ça pourrait être. En fait, c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés, comme on dit. Hein. C'est ça. C'est bien être. Et pour moi-même, c'est vrai que j'ai jamais eu d'expérience, même d'hypnose. Hein. Donc voilà. Et sachez que c'est formidable pour notre cheminement spirituel et que vous le méritez aussi. Donc pensez à vous. C'était ça justement ma dernière phrase. Pensez à vous également. Vous aidez énormément de gens, mais vous le méritez aussi, cette aide de l'au-delà. Donc pensez à vous. C'est gentil. Merci beaucoup, Sandrine. Merci, monsieur Charbonnier. Merci. Au plaisir de vous voir à Saint-Pierre-du-Perret en conférence quand vous les reprendrez. Saint-Pierre-du-Perret, ça se trouve où? Dans l'Essonne. Dans l'Essonne. Pas très loin du 77 où vous avez Fontainebleau. Voilà. Pourquoi pas. Vous savez, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Hein. Voilà. En conférence, ça vous tenterait pas de reprendre les conférences justement pour expliquer tous vos travaux en dehors des séances de TCH du coup? Oui, il y a une partie conférence. C'est vrai que bon, je me réserve plutôt pour des colloques. Là, je suis invité prochainement à un colloque international en Italie en octobre. Je vais y aller parce que ça fait partie du travail de faire connaître la TCH un petit peu partout, par les livres et par les colloques. Et aussi j'aimais beaucoup les conférences parce que il y avait cet échange avec les gens,
Ma grand-mère était institutrice, ma mère était institutrice et j'aurais rêvé d'être instituteur finalement parce que j'aime ça, je le vois avec mes petits-enfants maintenant, j'ai des petits-enfants, ils sont tout petits, hein, on n'arrive pas à leur, et 1 an, 4 ans, enfin. Mais je me régale de leur apprendre des trucs. Je leur fais des fusées qui s'envolent avec un papier de thé, par exemple, je fais des trucs comme ça. J'ai fait une petite vidéo là-dessus qui a été vue 1 200 000 fois. Alors, ma belle-fille n'en revient pas. Elle lui dit, mais à l'école, maintenant, il est célèbre. On dit, mais c'est lui qui fait, avec son grand-père, décoller des fusées. J'adore les enfants. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, La mort explique aux enfants, parce que je crois que les enfants, vraiment, c'est terrifiant ce qu'on leur propose. Ils voient bien, ils sont pas idiots, les enfants, ils voient bien que les adultes en ont peur de la mort, et qu'ils fuient les questions. Ou alors qu'ils leur racontent des trucs. Moi, franchement, on m'avait fait peur avec la mort. On m'avait dit, tu vois, le 1er novembre, là, on allait faire le tour des cimetières et on me disait, tu vois, là, ta grand-mère, elle est là-dedans. Et alors, j'ai dit, mais vous m'avez dit qu'elle était au ciel, elle n'est pas là. Mais si, elle est là aussi parce que elle attend d'être jugée, le jugement dernier. Et c'est quand? Et c'est quand tout le monde sera mort. Ah ben, dis donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Et du coup, j'avais peur du noir. Parce que je me suis dit, mais dans ma chambre, je me disais, mais un jour, tu vas être dans un tombeau comme ça, il fera tout noir et t'attendras d'être jugé. Mais c'est terrible. Et après, on dit que la TCH est traumatisante. Enfin, les détracteurs. La TCH est traumatisante pour les enfants. Oui, d'accord, oui. C'est plus traumatisant que de croire des choses comme ça, de faire croire des choses comme ça. Moi, je préfère conseiller votre livre, du coup, La mort expliquée aux enfants, c'est génial, quoi. Et pas qu'aux enfants, hein, aux adultes aussi, hein. Ça donne vraiment un autre point de vue de la mort et c'est génial. Et merci pour ça. Merci beaucoup, Sandrine. Merci, Frédéric. Au revoir, Monsieur Charbonnier. Bonne continuation, en tout cas. À bientôt. Merci, et puis Saint-Pierre-du-Perret, c'est pas très loin de chez nous, ça, hein? N'est-ce pas? Donc, vous serez invité aussi quand Monsieur Charbonnier reviendra en conférence. Ah, on fera un duo. On s'en fout des conférences de Monsieur Barbet, hein? Mais si, Monsieur Barbet aussi, on se recontacte. Pour la peine, je te coupe. Tous les deux. Au revoir. Avec plaisir, merci encore. Au revoir. Du coup, oui, on a parlé de la mort explique aux enfants. Elle est en pleine forme, Sandrine, que je ne connais pas. Hein, c'est l'impression qu'on se connaît, mais non, pas du tout. Tu as aussi, chez Guy Trédaniel, tu es en train de bosser sur un projet, ou c'est en cours, je sais pas trop, sur la vie expliquée aux enfants. Ah oui, la vie explique aux enfants. Mais oui, le livre sortira le 2 septembre. Il est déjà finalisé. Ah ouais, okay. Il y a tout, tout est prêt. Et le manuscrit est chez Trédaniel. Il sortira le 2 septembre. Oui, parce qu'il n'y a pas de raison d'expliquer que la mort aux enfants. Il faut leur expliquer la vie aussi. Donc, j'explique en gros tout ce que les parents ne veulent pas dire aux enfants. Je leur parle à la fois la façon de se comporter dans la vie, le lâcher prise, qu'est-ce qu'un pervers sexuel. Il faut leur dire tout ça, parce que après on s'étonne qu'il y ait des accidents, mais si les enfants ne sont pas avertis, donc je parle de tous ces sujets tabous. J'ai réfléchi qu'est-ce qui emmerdait les parents. Voilà. Ils étaient emmerdés devant la mort, ça c'est sûr, mais il y avait d'autres sujets. Donc tous ces sujets sont dans le livre, alors avec des petites histoires rigolotes, évidemment, chaque fois pour illustrer, parce que les enfants ils retiennent les histoires surtout par rapport à ce qui peut arriver dans la vie, un bien pour un mal pour un bien, enfin toutes ces choses qui font que quand on est enfant, on doit faire ses propres apprentissages pour les trouver tout seul, parce que les parents ne donnent pas les solutions, parce qu'ils ont peur de parler de ces sujets. Donc oui, il faut apprendre aux enfants ce qu'est un manipulateur, par exemple, comment il fonctionne, ce genre de choses. Enfin, il y a tout c'est des petits chapitres, et je pense que les parents seront bien contents d'avoir cet outil pour se débarrasser un petit peu des questions, ou pourquoi pas de lire comme ils le font avec La mort expliquée aux enfants, un chapitre avant de s'endormir à l'enfant. On raconte. Alors il y a des chapitres qui sont plus réservés aux grands, c'est vrai, sur la sexualité, mais sur le reste, on peut en parler très tôt aux enfants. On peut en parler très tôt. Merci en tout cas de contribuer à ça. Tu sais, chez les praticiens aussi, hein, tu es une grande source d'inspiration sur ces thématiques-là, parce que
tu te doutes bien que beaucoup de nos consultants, on les a largement envoyés vers ces lectures. Hein. Moi, j'ai Elisabeth Kubler-Ross. À côté, tu as Geneviève Manant aussi, qui est sur une autre approche de travail sur le deuil. Et puis, tu as Jean-Jacques Charbonnier. En tout cas, sur mon étagère, sur notre étagère avec Séverine, on a tous ces titres-là et on les recommande à outrance, y compris dans notre sorte de formation, parce qu'on a besoin aussi, nous, hein, en tant que thérapeute, de ces outils-là. Hein. Oui, oui, oui. Alors, il y a la version illustrée par Benoît Flamec qui est, je ne sais pas si tu la connais, qui est sortie il y a un an, et avec des dessins très inspirés. Et effectivement, ça donne du relief au livre. Alors, celui-là, il paraîtra d'abord dans sa version normale, c'est-à-dire sans illustration. Et Benoît Flamec va travailler sur le sujet pour illustrer tous les petits chapitres qu'il y a dans le livre. Alors, pendant qu'on est sur les bouquins, j'ai une question de Franck, et puis je vois l'heure qui tourne, c'est terrible ça, là, ce temps-là, qui nous demande justement pour les vacances d'été, est-ce que tu as un livre de toi à conseiller? Est-ce que tu auras un bouquin? On a écrit quelques-uns. Peut-être la version en tchèque, à mon avis, serait bien pour Franck. Alors, ça dépend de ce qu'on recherche, parce que si c'est plutôt le côté scientifique ou plutôt le côté... Je crois que le livre, d'ailleurs, qui a été traduit le plus dans le monde, c'est Les 7 bonnes raisons de croire à l'au-delà, qui a eu 13 traductions déjà, même une version russe, japonaise et américaine. Et c'est rare qu'un auteur français soit publié aux États-Unis, même sur ces sujets, c'est rare, c'est plutôt l'inverse. Ouais. Et les 7 bonnes raisons de croire à l'au-delà, je crois que c'est pour ceux qui me connaissent pas, il existe en poche. Je pense que c'est un premier livre intéressant. Après, donc, il y a un livre que j'ai terminé, qui sortira, lui, au printemps, et il faut encore que je fasse des corrections, qui est un roman, cette fois-ci. Alors, j'ai changé plusieurs fois le titre. Là, ça va s'appeler Un anesthésiste hors norme. Un anesthésiste hors norme. Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé sera totalement fortuite, n'est-ce pas? Et c'est un livre dans lequel je me suis vraiment, vraiment bien lâché. Et ça m'a fait un bien fou d'écrire ce livre. Et je l'écrivais en rigolant moi-même de ce que j'écrivais. Alors, ça aide à prendre la distance. Hein. D'écrire un roman, ça aide vraiment à prendre la distance par rapport à son attitude et par rapport à sa vie. Parce que je sais qu'il y a des gens qui diraient mais sa vie est un drame. Mais non, mais ma vie est quelque chose de drôle, franchement. Ma vie est drôle. Elle est drôle. Est-ce que tu l'as fait aussi, j'allais dire, sur un aspect un peu thérapeutique pour essayer de mettre à l'extérieur beaucoup d'émotions que tu es un peu. Oui, thérapeutique pour moi, parce que les personnages, ceux qui connaissent mon histoire, ils vont tous les reconnaître. Hein, voilà. Okay. Bon. Et ils sont drôles. Enfin, j'ai beaucoup de tendresse pour mes personnages détracteurs, parce que ils m'ont appris à mieux me connaître, ils m'ont appris à progresser, ils m'ont aidé beaucoup. Ils m'ont aidé beaucoup, mes détracteurs, même ceux qui sont les plus virulents, les plus violents, m'ont beaucoup aidé à être sur ce chemin exclusif de la TCH. C'est grâce à eux que j'en suis là. C'est grâce à eux que la TCH marche aussi bien, parce que sinon, j'aurais continué mon activité d'anesthésiste à 50%. Je ne serais pas à 100% sur cette activité TCH. Donc, je leur dis merci mes détracteurs, merci mes ennemis. Je vous envoie beaucoup d'amour parce que vous le méritez vraiment. Bonsoir Marie-Béatrice. Bonsoir Marie-Béatrice. Bonsoir aux internautes. Alors, je suis ravie d'interagir avec vous. Ma question est la suivante. J'aurais aimé savoir si la mentalité de la communauté scientifique avait évolué ces dernières décennies, s'il existait des projets d'envergure pour démontrer l'existence de l'au-delà, parce que l'être humain a ce paradoxe de dépenser des milliards pour aller voir s'il existe de la vie sur Mars, mais ne cherche pas à approfondir si oui ou non, au-delà de la mort, il existe ou non une vie. Voilà.
Oui, Merci, je pense, Béatrice. ça peut paraître paradoxal ce que je vais dire, mais je pense que ça évolue de toute façon. Et je le vois, moi, depuis maintenant, c'est plusieurs décennies, c'est pas que de l'année dernière. La progression qu'il y a eu en l'espace de 20 ans, puisque j'ai commencé vraiment à être sur le terrain, je vais dire, de ce sujet en 2001 avec l'édition de mon premier livre, Comment dépasser, et je vois la différence des mentalités. Je vois de plus en plus de jeunes médecins, pas les vieilles barbes hein, qui sont au poste là, qui sont accrochés à leur truc et leurs certitudes et leurs privilèges, leurs petits privilèges, on va dire. Mais les jeunes sont passionnés de ces sujets. Les jeunes médecins veulent faire de la TCH, ils veulent faire de l'hypnose, ils veulent essayer de faire des recherches sur les expériences de mort provisoire. J'ai dirigé 2 thèses de doctorat en médecine, mais maintenant, il y en a de plus en plus de médecins qui veulent passer leur thèse sur ce sujet parce que c'est un sujet d'actualité de plus en plus. Il y aura de plus en plus de gens qui reviendront de la mort. Il y a de plus en plus de réanimations qui sont faites, de plus en plus de défibrillateurs automatiques qui sont mis en place un petit peu partout. Donc, il y aura de plus en plus de gens qui reviendront de ce passage, qui feront des arrêts cardiaques et qui reviendront. Donc voilà, ça c'est très optimiste comme message parce que on voit la différence, je vous promets. En 20 ans, on voit la différence de la médecine d'avant, la vieille médecine d'avant, et celle d'aujourd'hui avec les jeunes médecins qui arrivent. Et là, vraiment, ils sont ouverts, ceux-là. Hein. Là, ça va bien booster, là. Je pense que le paradigme, déjà, au niveau de la conscience, est en train de s'éveiller sur le fonctionnement de la conscience. On n'en est plus à dire que c'est automatiquement et avec certitude une sécrétion du cerveau. On en est peut-être à la situation où on émet l'hypothèse que le cerveau ne serait finalement que l'interface, que un émetteur-récepteur d'informations qui viendrait d'une autre dimension. Donc ça c'est quand même au niveau de la médecine, c'est assez nouveau. Lorsque j'ai dirigé cette thèse de François Lallier, on en a parlé dans la thèse de la conscience intuitive extraneuronale et de la conscience analytique cérébrale comme modélisation, comme hypothèse. Sa thèse a reçu mention très honorable, félicitations du jury. Il a eu un abstract en anglais pour une diffusion internationale. Donc ça veut dire que ce qui est dans cette thèse n'est pas absurde. Il y a 20 ans de ça, un étudiant se présentait avec cette hypothèse, on lui aurait rayé la page. Il aurait peut-être même pas eu sa thèse. Donc là, dans la discussion, on a pu faire cette proposition. Donc la graine est semée. On sème des graines. Nous sommes des semeurs de graines, des colibris avec dans le bec des petites graines ici et là. Et voilà. Et c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça. Donc oui, je suis optimiste. D'accord. Mais il y a du Merci boulot beaucoup. encore. Hein. Il y a du boulot. Mais est-ce que Ouais, les expériences que tu as menées sur 17 000, avec 17 000 personnes, c'est ça, hein, est-ce qu'aujourd'hui, moi je suis pas scientifique, hein, est-ce qu'on peut considérer quand même que ça a une valeur, j'allais dire scientifique? Quand on est chercheur et qu'on a 17 000 personnes avec des résultats qui se recoupent comme ça aussi souvent, est-ce que ça n'a pas une valeur quand même? Ou alors on est Ben juste oui, sur l'aspect clinique? ça devrait avoir une valeur. Donc là, on a les questionnaires à la disposition des scientifiques, puisque tu le sais, tu as participé. Donc on fait remplir un questionnaire déjà à but statistique. On peut exploiter ces questionnaires. Mais le problème, c'est la publication dans une revue scientifique. Et la publication dans une revue scientifique, quand on voit comment les revues scientifiques sont décrédibilisées, on a vu ce qui se passait avec l'étude de l'hydroxychloroquine sur la revue The Lancet, hein, qui a reconnu elle-même qu'elle avait que ce qu'elle avait publié était Mensonger. faux, était mensonger. Donc, Mm. elle l'a reconnu après parce que tellement c'était évident. Elle n'a pas pu. Bon, mais n'empêche, elle l'avait publié. Donc, tous ceux qui sont dans ces comités de lecture sont des gens qui sont en conflit d'intérêts avec avec Big Pharma, hein, bien sûr. Donc, ils ne vont pas scier la branche sur laquelle ils sont posés, puisque en acceptant l'idée
que l'on puisse soigner l'anxiété du deuil ou la souffrance du deuil autrement qu'avec des anxiolytiques et des antidépresseurs, eh bien, on va supprimer des parts de marché. C'est aussi simple que ça, aussi ridicule que ça, quand même. Il faut savoir qu'en France, on est les premiers consommateurs de psychotropes. 15 millions par habitant. 15 millions de boîtes d'anxiolytiques vendues par an en France. Donc, on a ce record absurde et on a aussi la constatation d'un fait, on est le pays le plus spirituellement sous-développé de la planète, quoi. Je veux dire, on va dans une tribu d'Afrique et ils vont être beaucoup plus spirituels que nous, bien sûr. On va aux États-Unis, ils ont des défauts, mais ils sont beaucoup plus ouverts sur la spiritualité, beaucoup moins liberticides que nous sur ce sujet. Nous, quand un médecin parle de spiritualité, oh là là, il vaut mieux qu'il parle de sexe et qu'il fasse des blagues grivoises plutôt que de parler de Dieu ou de l'au-delà. Ça, c'est inadmissible, un médecin qui parle de Dieu ou de l'au-delà. On n'a pas du tout ce problème aux États-Unis. Mais en France, oui. En France, je vous dis, il vaut mieux parler des histoires de pornographie ou autre que de parler de ça, parce que c'est pas pardonnable. Un médecin qui se met à parler de Dieu, il est fou. D'ailleurs, on m'a fait faire une expertise psychiatrique. C'est de l'ordre. Une expertise psychiatrique qui est bien sûr revenue normale, mais ne serait-ce que la démarche était absurde. Comment, voilà, est-ce que j'ai l'air fou? Est-ce que je suis un fou? Bon, les psychiatres ont été obligés 3 psychiatres qui m'ont examiné pendant toute une matinée, de rendre les conclusions que j'étais quelqu'un d'absolument normal qui pouvait continuer l'exercice médical. Ah merde alors, il peut continuer, il va falloir le coincer autrement. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver? Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'on va pouvoir inventer? Ravi de savoir que tu es compensé et j'en suis très heureux pour toi. D'ailleurs, ça sous-entendait j'en profite, Marie-Béatrice, hein, pour me dire, mais au fond, est-ce qu'on a vraiment besoin de prouver quoi que ce soit une communauté scientifique? Finalement, quand on est dans cette démarche ou dans ma démarche à un plus petit, enfin, je sais pas s'il y a des petits, des grands niveaux, peu importe. Est-ce qu'on n'a pas plutôt de l'énergie à dépenser, à mettre en place tout ce qu'on met et toi tout ce que tu mets en place, plutôt que de vouloir prouver quoi que ce soit à des gens qui, enfin, on leur Moi, j'ai doit envie rien, de te dire j'ai envie de te dire qu'au début, quand j'ai commencé la TCH, j'avais eu qu'une envie, c'est de publier dans une revue scientifique mes résultats, parce que je voyais que les résultats étaient là. Je me suis vite aperçu que ça allait être très difficile, et maintenant j'ai presque envie de te dire que ça va être impossible. Mais il n'empêche que je continuerai à faire les statistiques, je continuerai à faire remplir les feuilles, parce qu'on ne sait jamais, à un moment donné ça va lâcher. À un moment donné, ça va craquer. Et là, on pourra publier, on pourra dire, voilà ce qu'apporte la TCH aux gens. Et mon idée, c'était, en fait, c'était pas pour, il y a une expression très rigolote en Ariège qui dit, c'est se faire du vent sous la queue. Mais je trouve que c'est vraiment une belle expression, parce que les gens qui ont une publication scientifique, ils se font du vent sous la queue parce qu'ils ont leur publication scientifique et ils peuvent dire que leur technique est incroyable et marche. Mais mon idée, c'était pas pour me faire du vent sous la queue, c'était parce que j'avais envie que cette TCH soit introduite dans les soins palliatifs, soit introduite à l'hôpital pour soulager les gens qui étaient dans l'angoisse de la mort, mais aussi ceux qui étaient en souffrance du deuil. Et là, on a eu, au début, on a eu des gens qui venaient, qui étaient suivis par des psychiatres, qui en une seule séance, c'est arrivé, étaient totalement guéris de leur dépression. Et on a eu aussi, donc, par la suite, les psychiatres qui nous ont envoyé leurs propres patients, disant, voilà, ils ont constaté, ils sont pas idiots, mes confrères psychiatres, ils sont loin d'être idiots, et il y en a qui sont bornés, mais il y en a qui sont largement ouverts sur ces sujets, et ils nous ont envoyé leurs patients, et d'autres aussi qui ont voulu se former eux-mêmes à la TCH pour faire en hypnose conversationnelle des soins à leurs patients de cette façon, parce qu'ils ont constaté l'efficacité. Donc, à partir du moment où il ne faut pas être têtu, il y a les résultats. Et quand les résultats sont là, on essaye d'en profiter de ces résultats. Mince, pourquoi ne pas en profiter? Ouais, c'est sûr. On a parlé du père Brune déjà, donc celle-ci, toi, je coche. Ça y est, on a parlé du père Brune. Le père Brune, visiblement, qui s'est manifesté. Alors, je sais plus
été pendant l'émission ou avant, quand on était tous les deux, Jean-Jacques, manifesté En lors de TCH, TCH. il se manifeste plusieurs fois. Et la toute première fois, par une dame qui ne le connaissait pas. Et donc, elle nous a fait cette description. Et elle m'a dit la dernière phrase qu'il a prononcée avant de mourir. Il a téléphoné à ses amis. Et une phrase particulière par rapport à l'amour qu'il avait pour moi. Et qu'il a pour moi, puisqu'il est encore vivant, hein, de l'autre côté. Et cette dame a dit cette phrase. Elle a dit, voilà, il y a un monsieur, il est comme ça, et c'est un prêtre. Alors, et puis, le Brune, donc, comment cette femme a pu avoir le nom, les informations. Donc, j'ai dit, oui, c'est le père Brune, et il s'appelait comme ça, François Brune, il s'appelait. Et regardez, en arrivant chez vous, regardez à l'ordinateur, regardez si sa photo vous dit quelque chose. Et elle m'envoie un mail tout de suite. Elle me dit, voilà, c'est bien lui que j'ai vu et qui a dit ça. Donc voilà, il a fait. Et il m'avait dit, de toute façon, la TCI, la TCH, ça va continuer, ça va prendre de l'ampleur, etc. Et je ferai tout mon possible pour venir en TCH. Je te promets, Jean-Jacques. Voilà. Et il l'a fait. Et il le fait régulièrement. Hein. Michel Riffard aussi a été vu en TCH. Enfin. Mon père a été vu en TCH, le Padre Pio est vu souvent en TCH, Marie, Jésus. Il y a beaucoup d'images archétypales aussi qui arrivent par rapport à voilà. Donc et souvent il y a des gens qui sont pas forcément, qui sont étonnés eux-mêmes parce qu'ils sont pas dans la croyance religieuse, catholique, et qui ont pourtant des visions mariales ou des visions christiques, et ça les étonne eux-mêmes. Ils sont étonnés de ça. Mais comme tu dis, en fait, on n'a pas, dans ces expériences-là, à réfléchir ou à discuter de savoir si Dieu existe, si c'est Jésus, si c'est Marie, mais c'est la manière dont il se représente pour qu'on puisse comprendre. C'est ça l'archétype, à qui on a affaire. Exactement. On retrouve ça dans l'expérience de mort provisoire, puisque les enfants disent, par exemple, j'ai vu un monsieur qui s'éclairait tout seul pour décrire l'être de lumière. Alors bien sûr, une personne avec une culture spéciale va dire c'est plutôt le Christ, c'est plutôt Exactement. Voilà. Donc ça dépend aussi de sa propre histoire, de son propre ressenti. Mais on voit bien que c'est le même voyage. Hein, ils vont tous au même endroit. Hein. C'est ça. Ils le racontent de façon différente. Et dans ces endroits, est-ce que tu as des retours de gens qui ont contacté des animaux? C'était ça, hein, Marie-Béatrice, ta question, hein? Oui, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Des animaux qui arrivent en plus comme des signes de reconnaissance. Par exemple, un défunt se présente avec son épagnol breton. Et on a une photo où on a un TCHiste qui a sur ses genoux un grand chien. On le voit, il le caresse comme ça. Et il dit j'ai ressenti son haleine, j'ai ressenti ses poils, je pouvais le caresser. Et il s'est manifesté à moi pendant la TCH. Et les animaux sont très souvent, très souvent présents lors de l'expérience TCH. Et ce qui est assez émouvant, c'est que les gens sont autant émus que lorsqu'ils rencontrent un défunt, un proche décédé, parce que ils avaient beaucoup d'affection pour les animaux. Et quelquefois, on a tous les animaux qui se présentent aussi. Tous les animaux d'une vie sont là. Et on retrouve ça aussi dans l'expérience de mort provisoire. On a ça aussi. Ouais, donc les animaux, oui, sont bien présents dans l'au-delà. Et les médiums en parlent aussi. Je pense beaucoup à Florence Hubert, qui est une amoureuse des animaux, et elle rentre assez facilement en contact avec eux pour décrire, tiens, il y a votre chien qui est là, etc. C'est magnifique, c'est tellement beau. Oui, ça peut même être un perroquet. Je me souviens d'une séance où on avait vu un perroquet qui se baladait dans la salle, et évidemment, ça parlait qui était là et qui avait un perroquet, mais donc ça, il faut l'inventer, ce genre de choses. Alors, il y a une question qui va rejoindre justement celle, je crois que c'est Pierre, son prénom, qui se posait la question de savoir s'il y a beaucoup d'expériences de mort imminente négatives, et donc ça me fait, alors c'est peut-être un peu grossier comme rapprochement, sur des TCH qui pourraient être des TCH un peu négatives, ouais, effrayantes. Est-ce que ton expérience montre, voilà, qu'il y a, c'est quelque chose d'assez fréquent? Comment on pourrait qualifier ça? Ça existe, hein, ça existe, et mais c'est très rare. Mais ça existe. Il y a des gens qui voient. Alors, on a l'impression que l'expérience peut se transformer. Comme d'ailleurs, l'expérience de mort provisoire, il y a des expériences de mort provisoire qui commencent très mal
Et au moment où la personne lâche, eh bien, ça change. Comme par exemple, la plus célèbre, c'est l'expérience d'Eben Alexander, ce neurochirurgien qui, au début, se voit dans le monde du ver de terre, sous terre, c'est très noir, très sombre, et puis à un moment donné, il lâche, et puis il se trouve sur les ailes d'un papillon géant, et il rencontre sa sœur décédée qu'il ne connaissait pas, et c'est d'ailleurs ça qui a fait la validité pour lui de son expérience, c'est de rencontrer cette sœur biologique décédée qu'il ne connaissait pas et qu'il a reconnue après sur une photo. Donc c'était bien la preuve que son expérience n'était pas une hallucination. Donc il y a ces expériences négatives ou les expériences infernales qui existent lors de l'expérience d'arrêt cardiaque, et il y en a aussi en TCH. Alors pourquoi? Alors quelquefois il y a des explications. Par exemple, quand nous étions à Nîmes, dans un hôtel particulier, où on a eu l'explication après, ben il y a eu des séances où des gens ont vu, ça nous étonnait nous-mêmes, des gens qui étaient en bure, avec des séances de décapitation, de démembrement, de mutilation, du sang, des gens qui criaient. Enfin c'était vraiment c'était assez horrible ce que certaines personnes ont vu. Et en fait, c'était la mémoire des lieux, puisqu'on a vu que l'hôtel avait été bâti sur un lieu où il y avait eu le massacre des Capucins. Et il semblerait que, comme les médiums, en fait, la TCH, on devient médium soi-même. Et comme un médium, quand il se trouve dans un lieu chargé d'énergie négative, eh ben, il va ressentir ces énergies négatives. Et là, on a aussi des TCH négatives dans certaines circonstances. Ou alors quelqu'un qui va percevoir des entités en souffrance, des demandes de prière, ça arrive souvent. En général, ce sont des âmes qui sont pas encore libérées, qui demandent des prières. Ça arrive. C'est pas très fréquent, mais ça peut arriver. Ouais. Comme dans l'expérience de mort provisoire d'ailleurs. Alors on ne sait pas, l'expérience de mort provisoire, peut-être qu'on sous-évalue aussi parce que c'est pas très glorieux, hein. Déjà difficile de raconter cette expérience, mais dire qu'on a traversé l'enfer ou des lacs de feu ou qu'on a été poursuivi par des figures géométriques, c'est pas très, voilà, c'est un peu difficile à exprimer. J'ai écrit un livre dans ma vie pour l'instant, et il a cherché ce bouquin à notamment faire j'allais dire une synthèse, mais plutôt une cartographie des expériences de cette nature-là. Alors, c'est pas facile parce que les critères, moi je suis pas équipé d'électrodes, etc., pour savoir quelles sont les profondeurs de transe, pour se dire un état de relaxation, c'est super light. Et le parti pris, c'était justement de mettre la mort, hein, ce grand passage comme ça, en expérience peut-être la plus intense, la plus transpersonnelle. Est-ce que ça t'est venu à l'idée, peut-être tu l'as fait, de mesurer ça avec des électroencéphalogrammes, des trucs comme ça, pour là on est vraiment dans une démarche scientifique pour montrer qu'il y avait bien une activité ou une suractivité ou un ralentissement de l'activité. Ça a été archi-montré, hein. Déjà on a pu approuver ça avec l'hypnose, mais est-ce qu'en TCH on verrait quelque chose d'un peu différent sur ces électrodes? Moi, je suis très favorable à ce qu'on fasse ce genre d'expérimentation. D'ailleurs, j'avais publiquement demandé à Stéphane Loret, lors du colloque à Liège, à l'université de Liège, on a fait un colloque sur ce sujet, et je lui avais demandé, puisqu'on avait une table ronde où nous étions trois, il y avait Pin Van Lomen, Stéphane Loret et moi. Et la première chose que je lui ai demandé, c'est ça. J'ai dit, mais nous, la TCH, on rêve d'avoir une expérimentation scientifique pour ouvrir le débat là-dessus. Faisons au moins les recherches. Vous voyez bien qu'il se passe quelque chose quand même. Il faudrait être fou pour dire qu'il se passe rien, parce qu'il n'y aurait pas 17 000 participants. Donc, il se passe quelque chose. Si vous êtes un peu curieux, si vous êtes des scientifiques, venez. Venez expérimenter, venez mesurer tout ce que vous voulez. Ça serait peut-être intéressant de voir ce qui se passe dans le cerveau des TCHistes au moment où ils font ces expériences. Alors, il m'a répondu assez malicieusement, il faudrait trouver les bons laboratoires qui vous financent les recherches. Alors, voilà, ça veut tout dire. Bien sûr, il n'y aura jamais des laboratoires qui financent des recherches qui vont scier la branche sur laquelle ils sont. Donc, voilà, la réponse est... Voilà. Ok, donc c'est pas de ce côté-là qu'on va trouver une solution. Oui. Parce qu'il faudrait des moyens, effectivement. Ça doit coûter une fortune en plus, tous ces appareillages, il faut du monde.
Ah oui, oui, ça coûte, ça représente rien peut-être dans l'esprit des gens, mais c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros Ouais, bien sûr. à investir pour faire une expérience comme ça. Alors Alors lui, de il a eu manière empirique, bon, quel est ton avis là-dessus de manière, enfin du coup c'est empirique, hein. C'est est-ce que tu penses qu'à un moment donné on passe d'ondes qui sont très basses, des fréquences de type θ, hein, des fréquences oui, c'est ça. bien en hypnose. Est-ce que tu penses qu'à un moment donné on va jusqu'à des ondes gamma, des ondes d'ouverture de la supraconscience, un truc tu penses ça? Moi, je pense qu'on trouverait qu'il y a une alternance entre CAC et CIE, puisque pour mémoriser, il faut revenir en CAC et repartir en CIE. Donc, on va, comme dans le sommeil paradoxal et le sommeil lent, on a des moments où on est complètement bas, très bas, et c'est là qu'on reçoit. Et ensuite, on analyse rapidement, donc on revient dans des énergies hautes, et on fait, c'est comme ça, du yo-yo entre CAC et CIE, et on mémorise comme ça le mieux la séance. Alors, il y a des gens qui sont tout le temps, alors soit ils disent, je me suis endormi, c'est rien passé, ça a duré 10 minutes, je sais pas quoi, et puis ça leur revient après, parce que les informations sont là, mais elles n'ont pas été analysées tout de suite, donc elles sont pas imprimées par le cerveau, et on verrait ça. Mais comme le dit Pim Bandoman, parce qu'il est malicieux aussi, lui. Et quand on a fait ce débat, donc évidemment c'était très brillant, Stéphane Loret nous avait montré des courbes, des couleurs magnifiques, des cerveaux qui s'allumaient dans un sens, dans l'autre, du bleu, du rouge, et Pim Bandoman a dit, moi j'aurais pas osé lui faire cette remarque, mais il dit, oui c'est très beau tout ça, toutes ces couleurs et ces courbes, mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça nous avance à quoi? Mais à rien, en fait. À se faire du vent sous la queue, voilà. Ouais, c'est ça. Voilà, oui. J'essaierai Ah, mais de c'est très beau. C'est me magnifique, rappeler mais de cette belle expression de chez toi. c'est chez moi. C'est bien c'est bien, oui, c'est ça, c'est la conférence Conscience à Liège de mars 2020, c'est bien ça, où il y avait Stéphane Alix? Oui, Oui, c'est ça. absolument. Donc on la trouve sur YouTube. Je l'ai écouté il y a quelques Stéphane mois. Alix, oui, il y a eu un problème. Il a eu, je pense qu'il a fait un Covid, lui, à ce moment-là. Il était très mal et j'ai fait une ordonnance tout de suite, j'ai mis sous augmentaire. Il s'en souvient d'ailleurs et il m'a remercié parce qu'il a été guéri tout de suite. Parce que la Covid, quand on le prend au début, qu'on le traite avec des antibiotiques, eh ben, il n'y a plus de problème. Seulement, c'est pas ce qui avait été dit. On dit, on prend du paracétamol et on attend de s'étouffer pour aller en réanimation. C'est ce qui avait été dit au début. Mais on était à cette période-là. C'était le début de la. D'ailleurs, moi, j'ai eu, je pense, la Covid parce que le 2 janvier de la même année, j'ai été malade comme un chien, mais jamais j'ai été malade comme ça. J'arrivais plus à respirer. J'avais 40 de fièvre. Et en fait, comme je suis pas mal dans les aéroports à Lyon, il y a de la circulation, j'avais dû choper le Covid. On n'en parlait pas encore, hein, 2 janvier. Et d'emblée, je me suis mis sous antibiotiques à forte dose. Et en 48 heures, plus rien. J'étais guéri. Peut-être que si j'avais pas fait ça, voilà. Donc on a empêché les gens de prendre des antibiotiques parce que évidemment, les antibiotiques n'agissent pas sur le virus, ça c'est sûr. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que on a des bronchiolites, on a des tissus enflammés, et on a tous en nous des bactéries. Et en fait, on est gêné par la surinfection bactérienne qui a été propagée et diffusée par cette inflammation des bronches. Quand une bactérie voit une inflammation, elle s'y fout dessus, elle prolifère. Voilà. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont morts de surinfection bactérienne qui, à l'origine, était une infection virale. Alors, c'est vrai que les antibiotiques n'agissent pas sur les virus, mais les antibiotiques agissent sur les conséquences inflammatoires liées au virus, notamment les bronchiolites, les bronchoalvéolites qu'il faut traiter. Et tout ça, les médecins, les vieux médecins, ils savent le faire, tout ça, les médecins de campagne. Mais on leur a interdit de le faire. C'est fou. Passé. On leur a interdit de le faire. Il y a eu une ingérence dans le pouvoir médical qui a été organisée donc par le gouvernement, je ne sais pas pourquoi, mais on leur a interdit, comme si le gouvernement pouvait décider, se mettre à la place des médecins pour soigner leurs malades, alors que les médecins savent soigner les malades depuis le début. Donc voilà. Mais ça, c'est grave, je trouve. C'est grave qu'on n'ait pas pris, nous, médecins, le pouvoir médical
le pouvoir de soigner nos malades, c'est grave, je trouve. On n'a pas eu cette capacité. Ça, c'est le docteur qui parle, là, vraiment. Ouais. Ça revient, tu vois. Attention, tu fais une rechute. Je serai toujours un docteur. Hein, je serai toujours. De toute façon, les gens savent très bien qu'ils ont affaire. Ils savent très bien que c'est ma profession, c'est mon boulot. J'ai fait 35 ans de réanimation, d'anesthésie, donc je n'ai pas à prouver quoi que ce soit à quiconque de ce côté-là. Bien, même si on me dit, tiens, cette anesthésie, elle était moins bien que les autres, ça veut dire quoi? 35 000 anesthésies, zéro problème. Bon. Alors, voilà. Quoi. Au bout d'un moment, c'est bon. On va bientôt devoir s'arrêter, mon cher. Ah oui, déjà. Bah oui, ça fait 2 heures qu'on est ensemble. Waouh. Non, mais quand je suis bien, je vois pas passer le temps. C'est fou, hein. Je l'avais dit d'ailleurs, de te méfier, il faut m'arrêter. Marc Leval me le dit souvent, parce qu'on fait des émissions aussi sur ça, sur RTCH là, et Bienvenue chez moi, ça s'appelle, où je reçois comme ça des gens que j'aime bien. Et d'ailleurs, il y a Éric Dudois, ça va être le prochain. Il m'a envoyé son bouquin là. C'est un psychologue qui travaille à la Timone, qui bosse, qui fait un gros boulot et qui a un rôle d'enseignant aussi, qui ouvre les consciences. Et il me dit, tu parles trop quand tu as un invité. Ah ben voilà. Et parce que lui, c'est un professionnel de la com et il sait faire. Mais moi, je sais pas interviewer les gens. Alors, je suis comme à la maison, quoi. Quand on est chez moi, qu'on prend l'apéro, ben je parle beaucoup, hein. En tout cas, ce soir, c'est. Et là, je me suis senti à la maison avec toi, tu vois. Il manquait une petite coupette de champagne, mais on est pas mal quand même. Est-ce que tu saurais répondre je terminerai moi là-dessus. J'ai eu beaucoup de questions de cette nature-là. Est-ce que tu saurais dire, avec ton honnêteté légendaire maintenant qu'on a bien cerné, si tu as des capacités médiumniques, est-ce que tu dirais ça? Ou médium même, parce que d'abord on l'est peut-être tous, mais est-ce que tu aurais des capacités assez développées, voilà, avec tout ce travail que tu as mené? Alors, je sais pas si j'ai des capacités plus développées que les autres, mais je suis plus attentif à ces capacités peut-être que les autres. Mais je pense comme tu dis, on est tous médiums. Quand je raconte que j'ai eu ces expériences télépathiques avec les comateux, que je raconte dans mes livres, que j'ai des fortes intuitions, même en TCH, quelquefois ça me surprend moi-même, que je donne des informations aux TCHistes. Par exemple, les gens qui ont assisté à la séance s'en souviendront, une personne qui dit oui, j'ai vu apparaître une personne, mais je peux pas vous dire qui c'est, parce qu'on va se moquer de moi. Et derrière elle, je vois très nettement Johnny Hallyday. Et je vois. Je lui dis oui, c'est Johnny Hallyday. Elle me dit mais oui, c'est ça. donc oui, j'ai des perceptions, mais on les a tous, ces perceptions. On les a. En tout cas, je pense qu'on les a tous eues. Je suis en train d'écrire mon deuxième bouquin, ce sera sur ça, sur le développement de ces capacités médiumniques, parce que je suis convaincu qu'on les a tous, on est né avec ça, quoi. Mais il faut se laisser faire aussi. Il faut pas avoir peur de parler. Par exemple, quand j'ai vu cette silhouette de Johnny derrière elle, j'aurais pu dire bon, tais-toi quoi. Tu vas pas dire ça. Ben j'ai dit oui, c'est Johnny Hallyday, c'est ça. Ben oui, elle me dit c'est ça. Comment vous savez? Elle me dit. Ouais. Donc Jean-Jacques est assez branché quand même, avec des capacités de clairvoyance, puisque clairement c'est ça dont il s'agit. Oui, c'est ça, oui. Ou des capacités auditives. Je te dis, quand j'ai eu l'invitation du Père Brune et que j'ai entendu que la lumière de ma chambre s'est allumée, que j'ai entendu va à Caen, ça c'était une perception médiumnique. Alors, mais est-ce que ça, c'est depuis que tu fais de la TCH que ça s'est développé? Non, j'avais avant, puisque je te dis, quand j'ai eu ces perceptions, d'ailleurs j'en avais parlé en 2006 au colloque de Marseille, organisé par Sonia Barcala, qui fait aussi un excellent travail. Elle vient de publier un livre, je me souviens plus par lequel je l'ai lu, elle est très bien son livre sur les EMI. Elle m'a fait passer, donc comme il y avait un retard, parce que les intervenants avaient tous... moi j'avais préparé, tu sais, 20 minutes, c'était quand même un colloque de 2000 personnes, je m'étais bien foutu mon truc, là j'avais répété chez moi et tout, je m'étais minuté pour pas dépasser que ça fasse pile poil 20 minutes, et on m'a dit t'as plus que 9 minutes.
Et qu'est-ce que je vais raconter? Je peux pas dire mon truc, c'est pas possible. Et j'ai raconté mes expériences avec les comateux. D'ailleurs, elle raconte dans son livre, Sonia. Et grâce à ça, de télépathie avec les comateux, il y avait un journaliste de l'AFP qui était là, et il a dit, ben, ce qui m'a le plus scotché de tous les intervenants qui sont passés, c'est ça, parce que ça, c'est nouveau. Les trucs des EMI, tout le monde en parle, c'est à peu près, c'est votre cuisine, vous savez, j'aurais pas fait un papier. Et grâce à ça, grâce à ce que j'ai dit là, comme quoi, des fois, ce que je raconte aussi dans ce livre, La vie expliquée aux enfants, quelquefois on croit que c'est un mal et ça devient un bien, un mal pour un bien. Mais là, c'était ça. On m'avait dit 9 minutes, tu n'as que 9 minutes. Et c'est grâce à ces 9 minutes que le congrès de Martigues a fait le tour du monde. Il y a eu l'AFP qui a retransmis cette interview que j'ai donnée sur les expériences télépathiques chez le comateux, parce que j'ai eu des expériences très, très fortes avec les comateux. Un qui m'a fait retrouver un portefeuille qui était caché, où il y avait une lettre sur laquelle il voulait s'exprimer, alors qu'il était en coma profond et il voulait qu'on le débranche. Et il avait exprimé que si en fin de vie, il était dans cette situation, il fallait abréger ses souffrances. Et un autre qui avait coincé là un bouchon, et elle me l'a fait savoir par télépathie. Et une fois qu'elle est revenue à elle, elle m'a confirmé qu'elle m'avait bien indiqué, qu'elle m'avait vu. Donc comment elle m'avait vu, elle avait les yeux fermés avec du sparadrap, et qu'elle m'avait bien indiqué qu'il fallait lui aspirer le bouchon qu'elle avait dans la sonde d'intubation. Alors que normalement, j'avais pas à insister puisque l'infirmière avait déjà fait la manip, elle avait déjà vérifié que la sonde n'était pas bouchée, mais c'était tellement insistant qu'il fallait que je le fasse. Et donc, d'ailleurs, l'infirmière était vexée parce que elle dit, non, docteur, je l'ai fait. Ben non. Il y avait le bouchon et ça lui a sauvé la vie. Donc, grâce à ça, elle a pu revenir à la vie et témoigner après qu'elle m'avait bien demandé d'enlever ce bouchon. Donc, ça, c'est quand même aussi des espérances. Alors, c'est plus de la télépathie que la médiumnité, mais ça se rejoint. En fait, la partie spirituelle quitte le corps. Il y a le cordon d'argent qui est encore là entre le comateux et l'esprit qui est en train de partir. Il est retenu, mais il est parti, et il voit quelquefois là, ce qui se déroule autour du corps physique, et il peut donner des informations comme ça. Et donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée après de faire venir des médiums, qui m'a valu aussi quelques conseils de l'ordre, dans les réanimations, enfin dans la réanimation où je travaillais, et aussi en bloc opératoire où le médium s'exprimait en disant, donc, il y avait Christelle Dubois qui a fait notamment cette expérience, et j'en parle aussi dans le livre, qui est une très bonne médium aussi, Christelle Dubois. Oui, absolument. Voilà. Je sais pas si tu la connais, tu l'as reçue aussi, complet partout. Je suis assez convaincu que beaucoup ici sur cette chaîne et donc que voyageurs ou voyageuses auront envie de voyager en ta compagnie. Donc c'est vraiment sur ce site-là, hein, je crois que c'est essentiellement cette porte d'entrée, hein, rtch.fr, c'est là-dessus. Oui, c'est ça. Ça centralise tout, donc il y a à la fois la radio de Marc Leval, et puis il y a aussi toutes les informations, il y a aussi un MP3 d'accès gratuit pour s'entraîner à lâcher cette fameuse conscience analytique cérébrale, et il y a les dates et lieux. Alors en général, on met les dates le 1er du mois à 8h pour les prochaines séances et les prochaines villes du mois suivant. Voilà. Donc là, je communique beaucoup sur les Facebook, oui, japonais, parce qu'il y a la page et le journal, donc c'est plutôt sur ma page. Le journal, je communique pas dessus, il est là, mais bon, et je mets rien sur le journal, mais je mets tout sur ma page. Et on a déjà 106 000 abonnés à cette page. Merci de la regarder. Ouais. Et je mets, moi, les témoignages écrits, qu'on me confie avec mes commentaires, avec les commentaires qui sont sur chaque témoignage. Voilà un petit peu comment on fonctionne là. Vous savez tout de nous. Je vous remercie infiniment, les voyageurs et les voyageuses, d'avoir été là ce soir. Jean-Jacques, un grand et immense merci d'avoir été là sur ma chaîne. À tout le monde. Un petit mot pour la fin, le petit bisou à tout le monde, ouais, ça peut être bien. Est-ce que tu as un petit mot plein d'espoir? Gardez confiance, n'ayez pas peur et soyez dans une énergie d'amour et tout ira bien, tout se passera bien. N'ayez pas peur, il faut pas avoir peur de rien. Voilà. Eh bien, c'est magnifique. On est sur Terre pour distribuer de l'amour. Ouais. C'est Laure qui dit ça et je vais m'arrêter sur cette belle phrase. Merci Jean-Jacques. Après avoir passé autant de
de moments agréables. Hein. On va bien dormir. À bientôt. Rendez-vous dans les étoiles. Merci Jean-Jacques. Ciao. Merci à tout le monde. Prenez Au soin de revoir. vous. Au revoir.